Ok, cool, on est live, épisode 6. Marc-Antoine ne s'est pas joint à nous, il est en déplacement, je crois qu'il sera également en déplacement la semaine prochaine. On va faire un épisode plus, on va faire un épisode moins actualité. C'est qu'on a eu quand même un tropisme très actu, business, éco, macro, etc., finance. Là, je pense qu'on va profiter d'être juste tous les trois pour entrer dans finalement un peu de la technique marketing, de la constitution d'offres, euh, voir comment finalement on peut créer de la valeur ajoutée avec les clients et en capter. C'est vrai que le titre du podcast est un peu provocateur sur la thématique mass extract, mais finalement, je dirais le boulot d'une société, c'est de créer de la valeur économique dans le monde et d'en capter une partie. Et donc, on va voir quelques thèmes. L'internationalisation d'offres. Ça, c'est notamment Isma qui a un point là-dessus sur YouTube Ads qui va être traduit dans plein de langues. On a le fait d'avoir une structuration conglomérale. C'est notamment ta force, Rémi, c'est d'aller rassembler des boîtes, de juxtaposer des boîtes connexes pour faire, alors le mot fait un peu ricaner notre monde, mais des synergies quelque part, enfin, même complètement des synergies. On va avoir un point de viralité à travers quelques pratiques qui ont été mises en place par iClosed, qui peut nous amener à faire aussi une petite boucle sur tout ce qui est clipping, kick, claviculaire et compagnie, qui est quand même un thème qui mérite qu'on se penche dessus, parce que finalement, pendant très longtemps, la viralité était perçue comme quelque chose, c'est un coup de bol. C'est soit un talent inné, tu as des mecs qui parlent, paf, putain, ils arrivent, ils pensent des conneries, tout le monde en parle, etc. Soit c'est du bol. C'est le mec qui fait une connerie, il fait une blague, il fait un machin, il arrive au bon moment, boum, c'est viral. Donc il y avait ce côté en mode, c'est soit inné, donc tu peux pas l'engineered, soit c'est du hasard. Tu peux pas l'engineered. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'en fait, tu peux l'engineered. Et pour combien de temps encore tu peux l'engineered? Donc voilà, ça c'est un autre sujet. Et après, on va aller naviguer à travers finalement nos offres, nos business, etc. Et, euh, et voir où est-ce que la conversation nous amène. Sujet numéro un, Isma, YouTube Ads. Vas-y, explique-nous un peu le bail, parce que moi, ça fait quelques temps que je fais du YouTube Ads. Ouais. En fait, l'idée, c'est que tu as YouTube Ads qui s'est dit, ben, vous savez quoi? Euh, Pourquoi est-ce qu'on se mettrait pas à traduire les ads français, anglais, anglais, français? Voilà. Mauvaise nouvelle pour toutes les personnes qui pensaient avoir une, être protégées par la barrière de la langue. Il y arrive et aujourd'hui, tu peux avoir un Ty Lopez qui envoie une YouTube Ads et qui va targeter le mec qui sait pas parler anglais. Parce que quand tu regardes un petit peu la protection, enfin, l'avantage compétitif que un gars qui se lance en infoprenariat aujourd'hui sur le marché français avait, c'était le fait qu'en fait, ben, du coup, je prends le matos qui existe déjà sur le marché US, je le traduis et je le mets sur le marché français et ça va fonctionner. Sauf que là, plus trop maintenant. Alors, c'est que sur les ads, donc le reste du funnel va rester quand même en anglais, mais bon, ça va, c'est pas ultra compliqué de traduire des landing pages en multilanguage avec la géocalisation et aussi même des VSL. Et donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton CPM is about to skyrocket. C'est-à-dire que le CPM, déjà, c'était un sujet qu'on avait déjà vu il y a quelques podcasts, il me semble, qu'il avait fait déjà x6 ou x8 durant les dernières années. Ben maintenant, il va augmenter les gars. Donc ça va être de plus en plus compliqué de faire de la publicité sur YouTube pour l'instant, mais ça va, je pense, arriver sur le marché français également. Bonne nouvelle pour l'e-com, du coup, mais sur l'infoprenariat, je veux dire, cette annonce, elle est un peu plus létale sur l'e-commerce que sur l'infoprenariat, à première Ouais. vue, mais ça va commencer, le mot va commencer à éroder un petit peu. Vous en pensez quoi? Rémi, t'as un point là-dessus ou je challenge un peu notre camarade là? Parce Non, que ouais, moi, challenge, ouais. pas de... Moi, je veux Let's bien, go. du coup, challenge. Enfin, tu fais un challenge de 5 jours là pour bourrer le mou des mecs. Enfin, je veux dire, traduire le challenge avec de l'IA de 5 jours où tu as des live YouTube. Alors, ça peut être des faux live YouTube préenregistrés. Ok, du coup, tu es stream comme si c'était du live. Euh, je pense qu'il y a quand même. Enfin, la question, c'est oui, il y a un jour où tu pourras marketer dans toutes les langues du monde et très bien. Enfin, il n'y est pas encore, quoi. Enfin, en fait, traduire et faire du lip sync sur une ads de 60 secondes, c'est pas un challenge de 4 fois 60 minutes, quoi. Donc, Mais c'est pas le l'e-com, sujet, Arnaud. oui. C'est C'est pas le quoi? sujet. Oui, ok, c'est que les mecs, ils viennent foutre le bordel, ça Le augmente le sujet, CPM. c'est que ton CPM est plus cher. Peu importe s'ils arrivent ou pas à prendre tes leads. Si ça te coûte plus cher pour envoyer ta publicité à 1000 impressions, basta, ton coût par clic va être plus cher, Mais dans et ton quelle coût par lead mesure va est-ce exploser. que
dans quelle mesure est-ce que finalement ils vont accepter en termes de, tu vois, de targeting publicitaire d'aller arroser ces zones-là? Je vais te donner, je vais illustrer mon propos. On a avec une de nos boîtes fait pas mal d'ads du coup on cible toute la France et les dom-toms. Et à la base, on ciblait les dom-toms parce que justement, tes CPL étaient bien plus bas. Sauf que on faisait des webinaires, enfin, et on fait toujours des webinaires tous les dimanches soirs sur cette boîte-là. Et quand tu cibles des dom-toms, ben, tes CPL ont beau être 2 fois plus bas, t'es pas sur Tes leur plage conversions horaire. sont 10 fois plus inférieures, bien sûr. Et donc tes conversions sont hyper basses. Donc à la fin, tu finis par les exclure, même si tes CPM sont meilleurs et tes CPL sont plus bas. Donc, in fine, est-ce que c'est pas, enfin, est-ce qu'on enfin, est-ce que tu vois, est-ce que c'est pas, est-ce que finalement c'est quelque chose. Enfin, je comprends qu'en e-commerce ce soit pertinent parce que si tu as un produit et que tu peux demain arroser en ads toutes langues confondues et donc que c'est un impact, bien sûr. Mais par contre, enfin, sur toutes les niches infoprenariales. Mais bon, ça engendrera quand même une augmentation des coûts qui, de toute façon, a vocation à croître. Merci. Je te rejoins Donc au là-dessus. final, voilà, ils sont niqués. Donc dans tous les cas, en fait, il y a un impact. En fait, dans tous les cas, il y a un impact. C'est-à-dire que le CPM était déjà suffisamment cher, les fenêtres étaient pas suffisamment optimisées, les infopreneurs étaient déjà, ou en tout cas le business en ce moment était suffisamment, les marges étaient suffisamment basses, il y avait suffisamment de problèmes de tracking, etc. Et là, tu rajoutes plus de la compétition, et tu rajoutes quoi? Des personnes qui sont équipées. C'est-à-dire que tu ramènes pas des gugus qui savent pas advertiser. C'est des personnes qui avaient l'habitude de faire de la publicité sur des marchés US où la compétition était hostile et qui viennent sur des marchés comme le marché français où tu as des gars qui savent pas mettre des pixels. Et donc Ouais. le combo des deux est intéressant. Ouais, en fait, quelque part, la nuance à mon propos sur les challenges, elle peut être un peu intermédiaire. Et c'est dans ton sens. C'est OK, tu vas pas faire un challenge de 5 jours avec du lip sync, je dirais en bulgare. Hum, Par contre, tu peux faire ads, vidéo ads, LP, VSL. Et puis après, après, tu vends des infoproduits textuels. Donc là, du coup, tu n'as aucun souci, quoi. Pour essayer de rentabiliser ton lead. Et là, tu constitues des bases de leads qu'éventuellement, tu vas shooter en affiliation vers le bulgare qui fait un vrai challenge en bulgare pour des bulgares. Et du coup, tu es son affilié numéro un parce que tu as chopé tous les leads en amont beaucoup plus agressivement que lui. Et là, il y a un positionnement qui est assez intéressant, enfin, qui est très peu coûteux, tu vois, en IA, en humain, en traduction, en lip sync. T'as pas besoin de redoubler d'artifice pour faire un challenge en bulgare à partir de l'anglais. Euh, et tu peux capter des masses de leads et voir dans quelle mesure tu arrives à développer une relation. Moi, ça m'amène aussi un peu à la question quelque part de la relation. C'est à quel point la relation est importante. Dans l'e-com, ça a jamais été un énorme sujet, la relation. Il y a eu la petite fenêtre, on va dire, ruée vers l'or des influenceurs, où tu allais leverager la trust des influenceurs, la relation qu'ils ont avec leur audience. Ce truc-là s'est terminé assez rapidement. Donc, je dirais, l'e-com est assez désincarné. Au sens où il n'y a pas un humain, il y a rarement un humain qui va porter la brand, qui va porter le récit. L'infoprenariat, qui est beaucoup plus incarné. Euh, dans quelle mesure tu arrives tu vois, à internationaliser l'incarnation du produit? Mais tu commences à avoir des brands comme Alex Hormozy, etc., qui deviennent internationales, tu vois. Et ça, c'est pas un problème de langage. La barrière à la langue n'a jamais été un problème. La barrière à la langue n'a pas été un blocage ou une barrière à la personal brand. Des personnes qui connaissent Grant Cardone, en France, il y en a des milliers, des millions même. Des personnes qui connaissent Alex Hormozy, c'est pareil. Gary Vee, c'est pareil. Et donc aujourd'hui, des publicités de ces personnes-là sur un marché comme le marché français, peut-être n'étaient pas suffisamment performantes au vu de la langue, mais du coup, peut-être que sur une ad, ben, ça rend le CTR acceptable, le coût par clic acceptable. Et puis après, en tout cas, là, pendant les prochaines années, ça va peut-être devenir possible pour eux de venir taper ton marché, alors qu'avant, ça l'était moins. Parce que dans tous les cas, tu consommais leur contenu sur les réseaux sociaux en anglais. Donc, est-ce que ça va leur permettre de rendre leur publicité un peu plus profitable? Si c'est le cas, c'est beaucoup plus profitable pour eux. Vous captez l'angle ou pas? Ouais, bah, j'ai envie de dire time will tell. Mais dans tous les Ouais. cas, un petit peu comme on est assuré que nos monnaies vont continuer à se déprécier, il est à peu près assuré que les coûts publicitaires vont continuer à augmenter. Et là-dedans, nous ferons Ouais. notre possible pour exister. Ouais, moi, la thématique de l'internationalisation, je me la pose en ce moment sur Edis.xyz.
c'est que le MVP, je l'ai fait en franco-français pour tester le truc. Ça vivote, c'est sympa. Et là, je suis en train de le passer, enfin là, je suis en train de refabriquer tout le produit avec Claude Code. Parce que la V1, enfin, la V1, la V2, j'ai fait ça avec l'aide de mon CTO. Aujourd'hui, je refais tout en Claude Code. Bon, c'est un autre sujet, mais c'est relativement aisé. Tu vois, par contre, ce que je fais, c'est j'essaie de trouver des prestataires de paiement spécifiques par pays. Tu vois, typiquement, la Pologne, ils ont un truc qui s'appelle le pmachinschnock24.pl, quoi. Je Hum. ne sais plus le nom exact, c'est un truc imprononçable. Euh, les Allemands, ils aiment bien utiliser genre TheForce, des PayPal. conneries comme ça, et PayPal beaucoup de aussi. PayPal, là où le français PayPal moins. Ouais. Et après, sinon, il y a un autre truc que je suis en train de faire, c'est dans l'architecture du product, je lock la langue. Donc, si tu arrives et tu t'obtines une première fois sur du FR, tu vas avoir le pricing FR. Donc là, tu es sur un pricing TTC. Là où sur un pricing enfin, US, tu seras sur un pricing hors taxe. Donc tu vois, le pricing français, c'est genre, enfin, c'est 499 balles TTC. Là où le pricing dollar sera 499 dollars hors taxe et tu rajoutes la sales tax ou la VAT au checkout. Et le pricing pour les Polonais, bah, ça sera un prix en zloty, mais par contre qui ne sera pas la conversion de 500 balles parce que leur pouvoir d'achat est quand même un petit cran en dessous. C'est pas non plus la grande précarité la Pologne, hein. C'est un pays qui devient riche. Mais bon, le salaire moyen est quand même plus bas. Donc du coup, en fait, moi ce que je veux éviter, c'est qu'un mec se mette en polonais, il achète avec le prix en zloty beaucoup moins cher. Après, il change le langage, enfin la langue dans son compte, et il retourne en anglais ou en français, quoi. Donc j'essaie de me dire, ok, est-ce que je Ouais. lock ça, ou est-ce que je suis en train de me complexifier la vie pour Ouais, rien? je pense que tu te complexifies parce que tout le monde le fait, ça va mettre Hong Kong pour pas payer la TVA lorsque tu achètes un produit, tu vois. Tout le monde le fait pas, mais Tout le ça monde fait connaît ce partie des hack, bonnes tu vois. pratiques. Ouais. Ouais, Je pour sais la pas si tout le TVA, monde ouais, connaît pour ce la hack. TVA, ouais, mais Bah, ouais. ceux qui ont ce genre de fenêtre très internationale, enfin, tu as typiquement des boîtes comme WeWork. J'ai des potes, ils sont à WeWork à Paris, ils ont toujours mis leur VPN en Thaïlande pour pouvoir l'acheter au prix thaïlandais. Donc, c'est des choses qui existent. Après, je trouve que c'est un petit peu comme les garanties satisfaites remboursées, c'est-à-dire il y a deux façons de voir la chose. Tu peux voir ça d'un point de vue en mode aversion à la perte. Il y a des mecs qui vont te dumper et me niquer. Mais fondamentalement, si ton coût produit est pas si élevé que ça, euh, si tu perds 10% de taux de conversion, enfin 10% de taux de remboursement, mais que ça t'a fait augmenter de 20% ton taux de conversion, en fait, tu as gagné 10%. Et il faut juste Ouais. arriver à te défaire de la version à la perte sous-jacente, quoi. Surtout que le Et je billing, pense que c'est. c'est un mauvais focus que de réfléchir aux gens qui vont te baiser plutôt que de réfléchir à comment Bah, en fait, c'est arroser, un quoi. mauvais focus, Surtout c'est que un le mauvais billing est focus. compliqué, quoi. C'est un truc En sans fait, fin, le billing. Fais c'est gaffe. un mauvais focus à l'époque où c'était compliqué, mais en fait aujourd'hui, je plug sur mon Cloud Code mes différents prestataires et j'ai avec Cloud Oui, Code, tu te démerdes, tu fais une infra, quoi. c'est Mais vrai. en tout cas, la thématique de l'internationalisation de l'offre, elle me plaît beaucoup. Et tu vois, d'aller taper du croate, du tchèque, de l'italien, du bulgare, toutes ces conneries-là, ça m'amuse beaucoup. Euh, et j'y reviendrai un peu plus tard quand on parlera de la viralité, comment créer une stratégie de viralité sur des marchés où bah, finalement, enfin, tu vois, enfin, t'as aucun asset marketing, quoi. Mais Hmm. toi, Rémi, internationaliser ce que tu fais, ça n'a pas de sens d'un point de vue réglementaire ou c'est... Ben, pour le coup, c'est une question qu'on se pose sur le nouveau logiciel qu'on est en train de sortir spécifiquement sur les IPO. Euh, sur un plan réglementaire, on risque d'être cantonné à juste l'Europe, mais globalement, ça fait sens. Explique ce C'est que un fait le sujet. logiciel. Enfin, genre, explique c'est Ouais, quoi le logiciel, sinon, en fait, sans contexte, on a un peu du mal à bien savoir. sûr. On est en train de développer une techno en gros, déjà, pour rappel, donc les IPO, ce sont du coup, les introductions en bourse. Et les introductions en bourse sont assez mauvaise réputation auprès des particuliers parce qu'en règle générale, ils servent plus de liquidité pour le passé que finalement de potentiel pour le futur, sachant que beaucoup d'IPO vont à la cave. Et une des principales raisons de ça, ce n'est pas la seule, mais une des principales, c'est d'abord que que les particuliers ont rarement accès finalement aux IPO, au prix de l'IPO officiel, mais ils vont souvent avoir accès à l'introduction en bourse uniquement lors du premier jour de cotation. Et quand le prix de l'IPO d'Airbnb était dans les 69 dollars, au premier jour de cotation, le cours était à 140 dollars. Donc globalement, parce que en fait structurellement les banques d'affaires en règle générale sous-évaluent les IPO pour s'assurer de la sursouscription et donc il y a un pop qui sur les 30 dernières années en moyenne est de 18% le premier jour des IPO, sauf qu'il y a que les institutionnels qui en profitent. Alors que Euronext se bat pour laisser normalement une part de souscription
sur les offres primaires aux particuliers. Et on est en train de créer un SaaS qui a vocation à, d'une part, être un outil de screening des IPO, et d'autre part, d'être, de part la mécanique communautaire qu'il va y avoir en interne, pour nous, un levier de négociation auprès des brokers et prestataires d'investissement, pour aller négocier directement une part de l'offre primaire pour nos utilisateurs. Donc, Ok. du coup, je pourrais prendre un bag, te le donner, et à chaque IPO, tu allocates un certain C'est- pourcentage c'est- que pour le premier jour, et puis après, out. Ça serait Non, possible, ça, ou pas? la gestion, la gestion de fonds, ça c'est plutôt sur notre family office qu'on le fait. Ok. Non, là l'idée c'est en fait t'as accès du coup à un outil de screening qui te permet de détecter des IPO qui ont un bon potentiel, sachant que c'est un marché qui est très dispersif. C'est-à-dire que t'es pas du tout sur une belle gaussienne en termes de performance. Le top 10% des IPO a une performance moyenne sur les 3 années qui suivent de 300%, quand 6 IPO sur 10 se font défoncer. Donc Ok. c'est un marché où finalement l'effort de screening pour aller chercher des asymétries est très intéressant. Et l'idée, c'est juste qu'en fait, tu as un outil qui te permet d'identifier ces asymétries. Et dans cet outil, grâce à cet outil, tu peux savoir qui est le seul broker qui a des actions disponibles pour les particuliers et ouvrir un compte chez lui et y accéder parce que avec des conditions préférentielles qu'on aura négociées. Ok, Donc nous, en nice. fait, c'est un outil et de notre point de vue sur un plan business, c'est entre guillemets aussi un outil d'affiliation vers des brokers, mais qui sont des prestataires d'investissement très sérieux. Je te parle pas de trucs chez Dio Curaçao, je te parle de banques d'investissement françaises qui en fait ouvrent au retail, mais sans savoir communiquer auprès d'eux. Et nous, on leur présente les seules personnes, les seuls particuliers formés en France au sujet des IPO qui sont réellement intéressés par participer à l'IPO et la conserver sur du long terme de par la pertinence établie du titre qui les intéresse. Pas mal. Donc Ok. ça, c'est le business qu'on est en train de faire. Et pour ce business-là, on pense étendre à toute l'Europe, enfin, notamment en fait, d'abord l'Italie parce que le marché Euronext Milan est très dynamique, mais également Il y pourquoi a pas les combien pays d'IPO? Il y a nordiques. combien d'IPO par quarter? Il y a combien C'est d'entrées en quelques bourse centaines, quelques par centaines. trimestre? Ok, ok. Ouais. Donc c'est Cool. pas tant que ça en plus. Ouais, Donc ouais. Ouais, mais ça mais permet de pour nous remplir un c'est un dashboard. business. Comment? Enfin, c'est suffisant pour Ouais. remplir un dashboard. Le mec, il paye pour avoir accès au tool. Ok, il voit les trucs passés, présents, futurs. Mm. C'est en fait que ça arrive et tu payes. Il y a genre trois lignes qui font Inch'Allah, ça va sortir un jour. Tu dis, bah, dis, Ouais. pourquoi j'ai payé quoi? Si tu arrives, tu dis, ok, ça c'est des trucs passés, je peux screener, je peux regarder, je peux analyser. Les trucs qui vont arriver là rapidement, je vois les échéances, je peux cliquer, je peux avoir de la data. Ouais. Je pense que le produit est assez dopaminergique parce que tu passes en mode chasse au trésor, quoi. Donc, Ouais. et puis après, chacun est un peu responsable de ses choix, hein, évidemment, mais t'as ce côté un peu chasse au trésor qui est sympa, quoi. Mm. Ouais. Et en tout cas, c'est un vrai plaisir à développer parce que c'est par rapport à tout ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, beaucoup de contraintes. Et peut-être, tu vois, Déjà, j'ai niveau une idée, produit, parce pardon. on n'a pas d'API, on n'a pas d'API sur les IPO, donc on a été obligé de construire une API, d'agglomérer toute la data et de construire un processus où quand tu as une IPO qui pop, tu vas choper la data, tu l'agglomères, t'en fais quelque chose de propre, qui va être une ligne de produit pour qu'on se crée les concurrents. C'est-à-dire qu'on va être émetteur d'une API, ce qui va nous amener à avoir des concurrents. Et puis, il y a toute la partie surtout relation B2B, sachant enfin voilà, on a découvert, il y a très peu, j'ai découvert quelqu'un qui fait pas tout à fait ça, mais quand même ça s'en rapproche et qui ne fonctionne et dont la rémunération est uniquement fondée sur la relation avec les brokers. Donc, c'est des choses qui sont intéressantes. Un truc que je vois qui serait pas mal, ce serait de le mettre directement. Tu peux sélectionner quelques actions, tu vois, et tu les mets directement disponibles sur le site internet sans avoir un login, tu vois. Et au moins, les gens peuvent voir un petit peu ben, les événements passés et pouvoir Ouais. finalement rentrer et dire You could be here, you could have bought there. Tu vois, tu aurais pu On acheter va, ici. Et tu montres. On va le faire, enfin, dans le genre, j'ai commencé à challenger un petit peu les équipes là-dessus, c'est de faire en sorte que la fiche de chaque IPO soit partiellement accessible toujours en visuel pour pouvoir ranker en SEO dessus. Ouais, Ouais, ouais. programmatique Parce SEO, Ouais, ouais. parce que programmatique. finalement, toute personne qui tape le nom, tu sais, genre, Ouais, un truc que personne connaît, slash IPO, c'est quand même un investisseur très qualifié qui s'intéresse ah à ouais. ça. Et donc là-dessus, et tu lui mets la moitié de la fiche d'analyse, sachant qu'à chaque fois on fait des fiches d'analyse hyper détaillées, avec un scroll pop-up Opt-in, de t'as envie opt-in. de voir le reste, Ouais, en opt-in. mode Et Substack. ouais, Tu prices c'est voilà. combien?
Je vais pricer sur le lancement, on va pricer à 697 euros lifetime et après, ça sera 697 euros par an. Ok. Ok, donc c'est 700 balles. Donc en gros, tu monétises une fois le mec là, et après, Sur le lancement, ouais. ouais, donc tu le monétises sur la subscription, enfin enfin sur l'abonnement ou Mm. l'achat à la fin à ton software, ok. Monétisation 1. Monétisation 2, tu l'amènes, tu monétises avec de l'affiliation vers des partenaires, brokers, Vers des brokers, qui les brokers vont te rémunérer 2 fois sur un fees annuel pour avoir accès à la base, plus sur des ouvertures de compte. ok. Donc là, du coup, tu monétises enfin 2 fois, donc t'as monétisé Deuxième fois. dans la Après, tu as la monétisation monétisation de la data via la vente de l'API. via Et l'API, 4 après, tu as la fois. monétisation via le sponsoring de la plateforme, sachant que ça va possiblement s'appeler IPO Arena by Euronext. Donc là, ça serait d'essayer d'avoir Euronext Ouais, en qui sponsor sponsorise ta principal. plateforme parce que eux, c'est dans Ouais. leur intérêt de ramener du De ça, monde et de ramener de l'éducation et ramener de la transparence ouais. sur leur marché financier. Ok, donc tu me dis, ok. Ok, pourquoi je pose ces questions? Parce que je pense qu'il y a pas mal de gens enfin, le gros de notre audience, c'est des mecs qui font du bif ou qui veulent faire du bif. Et ce que j'aime beaucoup avec ce que tu fais, c'est ta capacité à être payé plein de fois pour le même travail, en fait. Non, mais c'est un peu, enfin, en fait, Mais c'est tu sais, la clé, hein, les gars. Si tu bosses, non, mais tu ok, sais, j'ai fait de l'argent, ouais, je dois retravailler après. C'est pas ouais, comme ouais, ça qu'on devient riche. ok. Est-ce que tu peux nous ramener, est-ce que, du coup, je pense que c'est une bonne transition vers tes business. Est-ce que tu peux nous Mhm. expliquer un peu, justement, comment, du coup, tu crées de la valeur pour tes clients? Quelles sont les étapes? Peut-être prendre ton premier funnel, enfin, t'as pas ouais, ton premier funnel quelque part qui Ouais, était ouais, sur les entre guillemets, actions. mon Et tout après, premier funnel ouais. sur les actions, bah, aujourd'hui, il démarre par un livre qui s'appelle Surperformer en bourse avec les small caps. Ok. De surperformer en bourse avec les small caps, on va vers un stock screener qui s'appelle valueinvestingscreener.com, qui est un outil qui permet d'analyser 100% des boîtes cotées au monde avec quelques masterclass bundles et qui est utilisé par pas Donc, mal de monde. software plus éducation, Ouais, donc ensemble. c'est un software plus éducation vendu à 1000 euros en lifetime offer. Parce que globalement c'était ce qui nous paraissait le plus pertinent, on pourra revenir dessus. Juste au-dessus, on l'a fait pendant quelques temps, mais on l'avait fait au tout début, on l'a conservé un peu jusqu'à maintenant on le fait plus trop, mais on avait une formation à 3000. Ok. Ensuite, donc ça qui était un petit peu du done with you, finalement le software et la formation c'est un petit peu du done with you. Et en done for you final, on a soit un mastermind, soit le multifamily office. En gros, le mastermind et le multifamily office donnant accès globalement à notre savoir-faire en matière d'allocation de capital. Globalement, le mastermind, c'est pour ceux qui souhaitent savoir comment on investit, avoir accès à tous nos portefeuilles, etc., mais le faire par eux-mêmes. Et le multifamily office, c'est avoir directement accès au service. Vous nous transmettez l'argent et on gère pour vous. Et aujourd'hui, sur la partie multifamily office, on a un petit peu plus de 40 millions sous gestion. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est que finalement, ta monétisation à chaque fois dépend, Ok. comment dire, évolue. Et ça, on essaie de le faire à chaque fois. C'est-à-dire que, et c'est pas ce que j'appellerais une dynamique conglomérale. C'est plus, une verticale au sein du conglomérat, mais un conglomérat par essence est un ensemble d'entités décentralisées, indépendantes les unes des autres. Et le On va conglomérat y venir. aujourd'hui, c'est Ouais. plutôt, ouais, c'est plutôt. Non, J'ai une question. non, moi, Vas-y. ouais. À part de ces 40 millions, Ouais. combien est-ce que tu attribuerais, enfin, c'était quoi le first click? Est-ce que ça venait, le pourcentage de revenus ou de ton portfolio en fait, de gestion qui vient finalement de ton premier funnel qui est le livre et le screening tool? Ben, à peu près, une grande part. Enfin, en fait, Il y a tout? Ou enfin plus de 80%? ouais, ouais. Ah ouais, ok, d'accord. D'accord, ouais, donc ça marche. D'accord. Sur le family office, c'est quoi le business model? Comment tu gagnes, enfin, comment tu gagnes des C'est sous? de l'encours sous gestion. On est assez bas en termes de frais parce que ben, notre but, c'est de faire du long terme. Globalement, notre marge, c'est en 0,7% de l'encours sous gestion. Donc C'est quoi aujourd'hui, c'est quoi le benchmark? Normalement. les benchmarks, t'es plutôt à 1,5. Donc on est 2 fois moins cher que la D'accord. moyenne pour un service qui se veut supérieur
de par ce à quoi on donne accès. Mais c'est aussi parce qu'au total, Christophe, qui opère le business, a 120 millions d'encours sous gestion. Donc, il peut se permettre d'être plus bas que la moyenne en termes de prix au vu du volume. Et ce qui nous permet aussi d'aller négocier des tarifs très intéressants pour nos clients sur des supports type assurance vie luxembourgeoise, etc. Et donc, on est donc 40 millions sous gestion, entre guillemets, c'est une boîte qui fait 300 000 par an, quoi. Ok. Donc c'est pas si hallucinant que ça. Par contre, le churn est extrêmement bas. Donc c'est potentiel Multiple. et sachant qu'on est censé faire bien notre travail, ces 40 millions ne font que croître chaque année aussi. Donc globalement, tu es sur un business dont le DCF, la perspective de flux de trésorerie future, est excellente. Ok. Ouais, je pense que c'est important d'expliquer le truc comme ça. Cool. Donc ça, c'est une Nice. verticale. C'est la verticale finalement action. Mm. Action, quoi. Ok. Euh, Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Maintenant, on peut aller vers la dynamique conglomérale. La Ah, dynamique conglomérale, c'est finalement le fait de reproduire une verticale comme ça mhm. sur d'autres verticales, indépendamment de nous. Et pour ça, il faut plusieurs choses. Il faut déjà bien identifier ta force, le schéma qui peut être reproductible, et puis le reproduire indépendamment de toi. Et pour ça, il faut d'autres personnes, et surtout d'autres associés. Donc nous, on a cherché à reproduire ce schéma en faisant ce qu'on appelle des joint ventures. Donc on apporte le savoir-faire, on s'associe avec des gens qui maîtrisent la distribution. C'est par exemple ce qu'on a fait en immobilier avec Imoscan. Donc on a reproduit un scanner immobilier, un bundle avec un petit peu de formation, vendu aux alentours des 1 000 € aussi, et aujourd'hui utilisé par plusieurs milliers de personnes. Et là encore, en fait, on se pose la question de qui fait plus d'argent que nous avec ses leads, avec ses clients. Et quand, dans le monde de la finance, c'est le gestionnaire de fortune, ce qui nous a amené à créer le Multifamily Office, il y a la question en immobilier, qui fait plus d'argent que nous? Et c'est une question que je pense beaucoup d'infopreneurs immobiliers s'est posée, mais j'ai l'impression que personne n'a su répondre avec pertinence à cette question. Quoique, Et la en fait, réponse, ceux qui font le plus de blé, t'as le chasseur immobilier, c'est ce qui est le plus évident, qui va prendre un pourcentage finalement de la valeur du bien. Mais après, les et crédits. surtout, qu'est-ce qu'il y a? C'est au niveau du crédit, en effet. Ah oui. Et au niveau du crédit, qui est-ce qui fait de l'argent et comment une banque se rémunère réellement? C'est via l'assurance emprunteur. Mm. Et 82% des particuliers ont leur crédit qui est backé par l'assurance emprunteur de la banque, qui est merdique en termes de protection pour le particulier, et qui est extrêmement onéreuse. Heureusement, tu as une loi qui a été votée, qui s'appelle la loi Allure, il me semble, qui permet de renégocier son assurance emprunteur 3 ou 6 mois après l'obtention de son crédit. Et donc, nous, on a une machine qui nous permet globalement, on fait, Voir tout le monde qui a acheté en fait un bien et aller leur dire ouais, on ouais, veut non, et un puis meilleur deal, quoi. on a une machine où on fait, enfin, je veux dire, on a fait quelques millions avec Moscan, ça tourne et on accumule des leads de particuliers en immobilier, et ça nous permet de les amener, du coup, ensuite à un assureur emprunteur qui va proposer à ces particuliers de renégocier leur assurance emprunteur pour être mieux couverts et que ça leur coûte moins cher. Donc, eux, ils vont potentiellement récupérer 10 000 balles sur la valeur de leur crédit, ce qui est une super plus-value. Et nous, là-dessus, on va aussi être très bien rémunérés dans le lot. D'ailleurs, J'ai une question. ouais. Est-ce qu'il y a 950 000 biens vendus par an, à peu près en Ouais. France? Euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'aller trouver. Est-ce qu'il n'y aurait pas une liste, une database où il y aurait toutes les personnes qui ont acheté un bien ou vendu un bien? Si c'est possible, génial. Si c'est pas possible, quelles sont les personnes qui sont au courant, qui sont notaires, etc., tu vois, les corps de métier qui auraient cette information. Et puis après, pourquoi pas targeter ces personnes et leur filer une commission en échange de t'aider à closer le deal. Parce que si tu as 950 000 biens et que tu arrives à faire une économie de 10 000 euros, c'est-à-dire qu'on a une pipeline là assez juicy, quoi. Mais Aller, etc. le monde de l'assurance, surtout que le mec qui a fait de l'assurance, enfin, le mec qui lui a renégocié l'assurance emprunteur, après, Ouais, c'est ça. enfin, il y a plein d'autres assurances sur lesquelles qui peut lui vendre, et c'est des portefeuilles qui se revendent très bien. En tout cas, ça c'est une autre verticale. Et après, on en a d'autres, notamment en gestion de patrimoine. On avait pris des parts d'une boîte en ayant développé un tool. Enfin, là, en fait, aujourd'hui, on a une holding qui porte un petit peu tous ces business.
et qui est finalement le conglomérat. Et on fait des tests dans cette holding. Et on avait fait un test d'ailleurs en Google Ads qui nous permettait d'avoir des leads de chefs d'entreprise à 2 euros, qui était finalement de proposer un outil de valorisation d'entreprise. Et ça, le sujet, c'était de se dire, et nous, finalement, et ces leads-là, pour notre multifamily office, était pas si simple à traiter, parce que la plupart des gens qui venaient que j'amenais à Christophe, étaient des gens qui me connaissaient, qui avaient envie qui avaient envie de bosser avec nous. Et donc, c'était finalement des leads trop froids, et on est très 80-20 dans notre manière de faire. Et moi, d'une manière générale, enfin, ce que je fais, je le fais quand même pour prendre du plaisir, pour m'amuser. Et donc, il y avait la question de comment, enfin, qu'est-ce qui profiterait plus de ce business et de cette asymétrie créée par la valorisation d'entreprise que nous? Et finalement, la réponse, c'est les conseillers en gestion de patrimoine. Et j'ai un ami que j'avais bien aidé, qui avait déjà un premier logiciel pour les conseillers en gestion de patrimoine, et on s'est du coup associé avec lui en apportant ce business, ce qu'on pourrait appeler une prise de participation via apport en industrie, même si ceux qui s'y connaissent dans ce domaine spécifique me diront que c'est pas exactement ça parce qu'il y a des sujets TVA, etc. Bref, mais c'était globalement ça. Et dans cette boîte, du coup, on a fait de ce logiciel un logiciel en white label pour les CGP, pour que n'importe quel CGP puisse prospecter des chefs d'entreprise en leur révélant ce qu'ils ont de plus cher, c'est-à-dire la valeur de leur boîte. Et là, on développe d'autres logiciels du coup là-dessus. Et c'est une boîte qui est pareil, du coup, opérée par quelqu'un d'autre que nous, mais avec qui on est associé, où on apporte de la valeur, mais où finalement la valeur est répartie. Et aujourd'hui, j'ai un ensemble de business avec des associés différents qui sont du coup moteurs dans leur verticale respective, ce qui m'amène à avoir un conglomérat parce que ces différentes entreprises finalement décentralisées, indépendantes les unes des autres, qui avancent dans un sens positif. Elles sont indépendantes les unes des autres, mais est-ce que il y a des push affiliés? Oui. Donc, est-ce que la liste email Value Investor Screener, donc le software le logiciel pour pour trouver des actions, va faire la promotion de l'outil pour trouver de l'immobilier, Oui. qui lui, en retour, va faire de la promotion vers, voilà. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est en ça que il y a quand même une vraie, il y a quand même une vraie force à rester dans une niche. Je dirais pour le sujet et à rester dans un écosystème, pour le sujet du cross-selling, bien sûr. Ouais. Ok. Euh, mais aussi pour le sujet et je pense qu'il est au moins encore plus important, et au moins aussi important, ce qui est comment dire, de la synergie entre les prestataires, les affiliés, c'est-à-dire qu'un excellent affilié pour un business, typiquement, on a Money Radar en affilié pour historique pour Value Investing Screener, eh bien, ça c'est devenu un affilié également pour Imoscan dans des conditions qui étaient très chouettes. Ok. Et c'est Ouais. une super boîte d'ailleurs. Est-ce que vous mutualisez genre un pôle marketing, media buying, support client, développement? Est-ce qu'il y a en gros, Ouais. comment ce Bah, truc-là qui est un peu tout le chiant et développement, coûteux en fait à gérer? c'est pas, comment dire, c'est mutualisé. C'est les mêmes personnes qui vont bosser finalement sur des temps partiels sur chacune des boîtes. Et la gestion Ok, est mutualisée euh, sur ok, ensuite sur ok, notre organe de gestion. ok. Donc le mec qui fait le support client, il envoie un invoice, une facture à chacune des boîtes au prorata en fonction de la Ouais. quantité de travail qu'il a réalisé pour chacune de ces Et, boîtes. ce Ok. Ouais. et ce qui permet d'avoir finalement des gens qui, enfin, tu peux vite, j'ai envie de dire, et autant, c'est valable autant pour un entrepreneur que pour un indépendant, que pour un salarié, tu peux vite te noyer dans un verre d'eau quand même. Et je trouve et quand tu as finalement 5 boîtes différentes et tu as une journée pour faire tout ce que tu as à faire, tu gagnes quand même en productivité. Donc le fait d'avoir plusieurs, certains sont contre le défocus ou le fait d'avoir plusieurs projets en même temps. Moi, je trouve que globalement, ça a quand même ça a la vertu d'améliorer la productivité collective. Ok, ouais, non, franchement, moi je trouve ça vachement intéressant parce que je trouve ça vraiment intéressant. C'est pour ça que j'aime bien te reposer ces questions. Je sais que tu étais fait une fois sur ma chaîne YouTube, j'ai déjà un petit peu posé ces questions, là je te les repose. Euh, et j'aime beaucoup la question du qui monétise mes leads est mieux que moi. Ouais. Mm. Et au lieu de faire juste bêtement de l'affiliation, je vais faire de la joint venture. Et je pense que putain, il y a un nombre de business où si tu poserais cette question, les mecs n'ont pas la réponse. Ils savent pas. Euh, mais si tu arrives à trouver la réponse, une ou plusieurs réponses, ouais, la vie devient intéressante. Et surtout, en fait, il y a plein de business
qui sont des business de distribution. Tu sais, des business type d'infopreneurs dans des niches diverses et variées qui ont, qui ont des potentiels de distribution, qui peuvent amener cet avantage de distribution, qui peuvent amener cet avantage de confiance, de trust, de conversion. Et si d'ailleurs tu plugues ça sur la bonne boîte de logiciels, sur la bonne boîte de service, la bonne agence, ouais, tu fais des trucs vachement intéressants, quoi. Et Et en règle générale, je ouais. trouve que le monde de l'assurance peut souvent être plugué à de l'infoproduit. Enfin, tu vois, la renégociation de l'assurance emprunteur pour ça. Le mec qui vend des formations pour chiens et chats, assurance santé chien chat. Enfin, mais sauf que, comment dire, il faut aussi arriver à s'enlever sa casquette de pirate parce que tu bosses en ligne, mettre un costume et aller voir le monde réel en te rappelant que ce que tu fais, ça reste quand même professionnel, quoi. Ouais. Pour pouvoir set up ce genre de deal, parce que pour être monté dans des tours à la défense de mecs dans l'assurance pour aller d'ailleurs c'était pour aller négocier un potentiel exit d'Imoscan auprès d'une de ces structures, bah c'est enfin ça reste ce monde réel que l'on peut parfois critiquer reste quand même in fine Je un pense que ouais, partenaire potentiel, quoi. ouais, le challenge, c'est que dans le monde, quelque part, du cash flow rapide, des business en ligne et des startups, il y a une telle culture où tu chies sur les mecs qui mettent des costards et qui prennent le RER le matin. Mm. En fait, alors qu'en fait, oui, peut-être que eux individuellement, ils font peut-être moins d'argent que toi, ok, mais ils ont accès à beaucoup plus de liquidités, ils ont accès, enfin, ils prennent des décisions sur des montants beaucoup plus importants, ils rachètent Ouais. des boîtes pour des montants beaucoup plus importants que ce qu'on voit dans dans ton petit storytelling de start ou de vendeur de PDF. Et que c'est ce mec-là qui prend son RER ou pas le matin, qui est avec son costard à la con, dans sa tour climatisée avec un néon qui grésille, qui a ce pouvoir-là en fait. Et c'est vrai que le réflexe, c'est comme de se foutre de leur gueule, alors que ouais, alors qu'en fait, c'est quand même eux potentiellement qui peuvent unlock bah, les prochains chapitres de ta vie, quoi. Et surtout de sortir finalement de la précarité de ton cash flow, vente de PDF, vente de gris-gris chinois sur AliExpress et vente de wrapper de SaaS, quoi. Et puis surtout, si tu te branches à ce genre, enfin, je pense on raisonne beaucoup trop court terme d'une manière générale dans nos industries, et on en oublie vraiment cette notion qui est le discounted free cash flow. Enfin, nos industries nous amènent à avoir, enfin, une LTV qui en règle générale reste quand même assez fixe vis-à-vis de nos clients, et il y a un vrai intérêt à prendre des parts dans des gens qui leur apportent de la valeur toute leur vie et qui du coup captent de la valeur économique toute leur vie. Euh, Parce que sinon, vous avez intérêt à coffrer rapidement du blé sur Interactive Broker parce que l'assurance que notre industrie du digital soit aussi rentable dans 10 ans, elle n'est pas de 100%. Non. Transition sur transition, je pense que c'est le bon moment sur, puisqu'on parle du digital, viralité. Isma, tu peux nous faire un petit brief sur iClosed, mécanisme de viralité, parce que tu peux disclose ou pas, enfin, tu vois, je pense que c'est assez intéressant. Ouais, ouais, ouais. Bah, du coup, iClose était un calendrier. Euh, Là, on est en train de sortir un peu plus dans alors, on est toujours dans le scheduling calendrier, mais on va plus vers le scheduling funnel. Euh, L'idée à la base, c'était les calendriers sont pas efficients, on va les rendre plus efficients, on l'a rendu beaucoup plus efficients, et donc du coup, les entrepreneurs comme Iman Gadzhi, Alex Baker, Airos, Wop, voilà, toutes ces personnes-là et des milliers d'autres le mettent sur leur funnel. Et donc du coup, moi, quand je me suis lancé dans ce SaaS, je me suis dit, il faut que j'essaie d'arrêter de faire exactement ce que tu venais de dire, c'est-à-dire de faire le dropshipper à vouloir advertiser tout à bout de champ, tu sais, pousser ton produit en mode marketing sans vraiment s'occuper du produit en lui-même. Parce que si le produit est vraiment bon, techniquement, tout le monde devrait en parler. Alors, est-ce qu'il y a quelques décisions que je peux prendre en amont pour faire en sorte que plus de monde en parle? Et du coup, c'est le sujet qu'on est en train d'évoquer. Et le sujet en question, c'est digital real estate. Le digital real estate, c'est finalement si tu as une audience de marketeurs euh, qui utilisent ton produit et que tu peux rendre ton produit visible,
ben, t'es exposé à toutes les impressions qu'ils envoient sur leur funnel. Étant donné que ces personnes sont très très fortes en marketing, c'est la seule décision que tu as à prendre, en fait, finalement, de rendre ton produit visible. Si tu prends, par exemple, un logiciel comme iClose et tu le compares à un logiciel comme Aeros, on est sur une compagnie qui est totalement différente, sur une structure totalement différente, sur une stratégie d'acquisition qui est totalement différente, parce que Aeros est invisible. Et je ne sais pas faire croître, faire grandir des SaaS invisibles. C'est un nightmare, un cauchemar. Parce qu'en plus de rendre de build un produit incroyable, tu dois t'occuper du marketing, tu dois t'occuper de l'acquisition, et donc du coup du payback, des taux de conversion, etc. Et donc moi, je ne sais pas faire. Et il y a très très peu de gens qui peuvent le faire, encore plus Bootstrap. Faire les deux Bootstrap, je sais pas si c'est possible en fait. En tout cas, j'ai pas vu beaucoup de monde. En tout cas, ils doivent partir viral sur TikTok, Instagram, etc. Et donc du coup, la valeur que tu as à créer un produit qui est visible, que les gens vont être OK pour le mettre sur leur site internet et t'envoyer une partie de leur trafic ou que tu puisses utiliser leur tête en social proof pour augmenter tes taux de conversion sur ton propre funnel, c'est une valeur sûre et c'est une valeur qui fonctionne. Donc, du coup, quand j'ai compris que ça fonctionnait, du coup, j'ai créé un autre produit qui est Lift. Alors, je sais pas si vous avez vu un petit peu à quoi ça ressemble. C'est, je peux vous le montrer en deux. C'est parce que moi, du coup, je veux juste augmenter. Peut-être avant de lire Lift, pour que les gens pigent bien, c'est que quand moi je vais embed Je vais le montrer là. mon calendrier iClosed, il y a écrit iClosed. Ouais. Enfin, l'info importante, c'est ça, c'est qu'il y a écrit juste iClosed. Donc en fait, tout le monde qui draine du trafic à coût de millions en publicité amène des gens à lire iClose.io, voire à cliquer dessus. Ouais. Ok, donc là on est chez Heroes, qui est un de tes clients, ok, qui est une solution de, ok, et là il y a marqué Powered by iClose. Quand je clique sur iClose, il se passe quoi? C'est cliquable Mais ou là, pas? ouais. C'est un lien affilié ou c'est juste C'est un lien. Ouais. C'est un lien. affilié? Pour certains, ouais. Si vous êtes super affilié, on peut vous mettre votre lien et vous êtes affilié. Ok, cool. Et là maintenant j'arrive chez toi. Et donc du coup, Ok. si jamais et donc du coup, ça permet de t'associer à des euh, à des brands qui sont d'ailleurs, je suis là, hop, avec Ok. l'autre pognon. Et donc du coup, D'ailleurs, ça, aussi un super hack de visibilité, c'est tu fais des testimonials chez tout le monde ouais, et du coup tu mets ton nom et éventuellement tu demandes à mettre un lien do follow. ouais, Et du coup, en fait, tu fais des testimonials partout et tu as plein de liens do follow de plein de gros. ouais, Évidemment, tu vas pas sur des produits dog shit parce que tu vas pas non plus, tu vas associer ton visage, ton nom, ta brand à des produits dog bah shit, ouais, mais un produit comme Heroes, qui est un produit méga dominant dans sa niche, il n'y a aucun ouais, impact d'image pour toi y aller. Ça, c'est un super hack, hein. Le côté ouais. faire du Le testimonial at backlinking, c'est scale, incroyable. du testimonial at Faut qu'il scale, ouais. accepte. Après, faut qu'il accepte de te mettre, tu vois, à côté de Sam Owens School. Ouais, mais tu vois, Scène- mais quasiment tous ces mecs ont au moins des pages, tu sais, des pages de love et de testimonial et de machin, où ils Ouais, te fourrent quelque part au fond, on s'en fout. Ça fait toujours un backlink. c'est sûr, C'est c'est sûr. c'est toujours gratos, quoi. Ouais, de ouf. Ok. Non, donc, du coup, tu as ça. Et puis après, tu as, Lyft qui est. Alors, je vais vous montrer une seconde. Je vais juste arrêter de partager mon écran. Et qui est dans le même esprit finalement. Parce que je me suis dit, comment est-ce que je peux faire en sorte que mon produit soit plus. Soit visible en fait. Parce que tu dois juste être visible. Et après, tu fais confiance à, à des personnes qui, eux, s'occupent de la publicité pour pour envoyer de l'impression, tout Ok. simplement. Et puis après, du coup, tu as du real estate qui, euh, qui t'amène des conversions. Alors, j'y suis. Voilà, on y est. Alors, partager l'écran. Hop là. Tac. Et donc là, vous l'avez ici, là. Vous voyez l'écran? Ouais. Et c'est une pop-up comme ça qui tombe, boum, et ça te permet de qualifier, enfin de réserver des rendez-vous. C'est un petit peu comme Intercom, mais pour la Ouais. réservation d'appel. Et donc, du coup, là, on va arriver aussi avec un formulaire. On va aussi arriver avec d'autres produits qui, toujours, apportent de la valeur au client et qui, moi, me permettent de ne pas avoir à m'occuper de l'acquisition. Parce que si, moi, on a besoin d'aller chercher des clients, faire de la publicité, etc., forcément, ce n'est pas du temps que je passe sur le produit et mes clients veulent le meilleur produit. Que- Quelle part de tes clients
sont arrivés via ce type de mécanisme? Si tu devais estimer. Une grande partie. Tu dis Une quoi? C'est grande partie. 20%, 30%, Ouais, on est 50%? sur du 30-40%. Ok. 30-40%. Sur des clients qui ont une LTV de bâtard, parce que ton produit il est quand même cher, une fois que ton produit ils l'ont installé, ils vont pas se casser parce que le produit est bon et qu'ils ont pas envie de tout. Donc, Ouais, après tu as des clients qui, d'un point de vue pricing, tu vois, on a, t'en as qui payent $24, t'en as qui payent 120, t'en as qui payent des 5-10 000 € par mois parfois. Donc du coup, ça c'est plus pour arriver à les avoir. Et la raison pour laquelle on a mis à $24 ici, c'est pour compete avec, pour aller casser tout ce qui est Calendly et conneries. Parce qu'il n'y a aucune raison. Calendly, je crois qu'ils sont à 20 € par mois. On s'est mis à 24 sur ce plan-là. Et ça permet finalement de capturer tous les prospects que tu as dans ton calendrier. Les prospects qui ne réservent pas d'appel. Donc ici, en mettant ton numéro de téléphone, tu les captures. Et donc là, c'est la première phase. Là, on va partir sur une autre phase qui va être qu'est-ce qu'on fait de tous ces clients-là parce qu'ils ont d'autres problèmes ils se font défoncer. Quand tu vas ici sur, par exemple, Close, pricing, tu vois, pour un CRM, les gars, ils se font allumer à 100 balles par mois parce que celui-là, il sert à rien, quoi. Donc, tu vois, quand tu regardes un petit peu un CRM, la thèse d'un CRM, c'est tu payes 100 € par mois pour voir des contacts. Parce que les contacts, c'est pas Close qui te les a apportés, c'est iClose qui te les a apportés. Et je suis à 24 €. Donc pourquoi est-ce que je devrais te faire payer, pourquoi est-ce que tu devrais me payer 24 € par mois pour te donner 2 à 3 fois plus de prospects que Calendly et tu devrais donner 100 € à Close juste pour bouger les contacts d'un endroit à l'autre. Parce que c'est l'industrie des CRM qui l'a décidé ainsi. Mais c'est aussi la raison pour laquelle nous, on arrive avec une nouvelle suite de produits où tu vas pouvoir manager tous tes contacts à un seul endroit et du coup, tu n'auras plus besoin de CRM. On ne veut pas aller compete avec des CRM, mais je pense juste que nos clients à nous n'ont pas besoin de CRM de toute ok. façon. En tout cas, les Et ça, CRM n'ont pas été faits. c'est un produit supplémentaire qui paye ou tu l'inclus directement dans ton offre? Tu fais ça comment? Et c'est ça qui est top, c'est qu'en fait, on va l'inclure dans les produits qui sont déjà actuels. Donc, d'un côté, on va faire beaucoup mieux que n'importe quel calendrier. Et en Mhm. plus de ça, on va défoncer les CRM. Ok, ok, ok. Et Très bien. parce que finalement, le truc, c'est que euh, le côté, et ce qui est top, c'est que là, bah, du coup, tu vas avoir ton contact, tu vas pouvoir envoyer, contacter sur WhatsApp, Gmail, e-message. Le côté e-message que j'avais déjà expliqué avec le bump de taux de conversion, parce que tu as des setters qui n'ont pas le temps de contacter le lead suffisamment rapidement, et toi, en tant qu'entrepreneur, tu perds de l'argent sur ça. Et donc, du coup, même les CRM ne sont même pas faits pour tout ce qui est social funnel. Sur Instagram, Messenger, Telegram, ton close à 100 € ou 149 € par mois, il ne gère pas cette pipeline. Ouais. Or, nous, on le pourra. Donc, c'est-à-dire que pour 5 fois moins cher, on te donne 2 à 3 fois plus de prospects et on te permet de le gérer à un seul endroit. Dingue. Ok. Ok. Cool. Intéressant. D'ailleurs, le côté juste, enfin, qui était le point initial de la viralité, je crois que les premiers qui avaient fait ça avec brio, c'était ClickFunnels, avec le petit badge en Oh, bas. oh là là, ouais. Juste ça, c'est centaines de millions qui ont été gagnés. Ouais. Ceux qui le font finalement assez bien, quelque part, c'est Lovable. C'est que les gens créent leur truc sur Lovable et ils vont rester sur un domaine Lovable. En fait, ils Ah vont faire ouais? leur petite landing page, elle va rester sur un domaine Lovable. Et du coup, ça fait, du coup, dans les liens en bio, c'est des liens Lovable, quoi. T'as, 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 C'est t'as, t'as- t'as Lovable, t'as System.io aussi qui le fait, enfin tout. System.io, ouais. Ouais, System.io le fait. Thrivecart. Ouais. Thrivecard, ouais. Ouais, franchement, le côté c'est vrai que rendre ton produit visible, enfin, une fois que c'est dit, on dit bah ouais, c'est évident, mais en fait, une fois que tu tournes au bureau et que tu regardes ce que tu fais, tu dis à quel Ouais. moment mon produit il est visible, quoi. À quel moment Et ça, d'autres c'est gens rendent vraiment mon produit important. visible toute la journée. Ouais. Vraiment, vraiment important. Moi, je me souviens au début, des clients qui disaient, ouais, il faut enlever le Power by Close. J'ai fait, OK, ben, dans ce cas-là, ne sois pas client. Si je te ramène 2 à 3 fois plus de pipeline pour 24 $ par mois, non. C'est le deal. Et donc là, après, maintenant, du coup, c'est devenu un branding. Envoie-moi ton iClose link. Et donc, du coup, au début, tu peux pas le mettre. Enfin, tu vas être challengé à ces endroits-là. Et puis après, une fois que c'est parti, c'est parti. Mais c'est pas facilement acceptable, en tout cas au début.
À quel moment d'autorité tu dis aux gens ta gueule, c'est comme ça? Une fois que tu as Alex Baker, Gadji, Acquisition.com, etc., là tout le monde ferme sa gueule ou en fait c'est quoi finalement le niveau de proof, enfin le niveau d'autorité on va dire Hmm. sur ton produit où tu dis aux gens non non maintenant moi je mets mon logo sur ton site et en fait tu te tais et si t'es pas d'accord tu retournes faire la queue quoi. Ok, donc ça en fait je pense que c'est plutôt du fuck you money. Parce que en fait je l'ai déjà, c'était tout au début en fait. Donc j'ai pas décidé de le dropper pendant que, tu vois, je n'aurais pas donné le software. Et puis après j'ai dit, ah mais c'est la nouvelle update. Non, non, c'était depuis day one, premièrement. Ok. Et donc du coup, progressivement, mon premier client, il avait jusqu'aujourd'hui. Et donc du coup, j'ai juste jamais accepté de le sortir. Et Ok. donc, du coup, je me rappelle, il y avait pour la petite histoire, comment il s'appelle? Il y avait Charlie Morgan. Charlie Morgan qui est connu, il doit avoir 2 ou 3 millions de followers sur YouTube. Je sais pas si vous connaissez. Euh, et du coup, pareil, il dit, bon, mais moi, s'il y a le watermark, je le mets pas. Et j'ai dit, et c'était un deal là, pas mal, tu vois. 5 figures. Et je fais, ok. Et du coup, il a dit, et il est parti. Il est parti 6 mois plus tard. Ok, je reviens. On va le mettre en place. Parce qu'il n'y a pas d'alternative. Il y a aucun comparatif. Et donc, du coup, je pense qu'il y a des moments où le fondeur qui veut avoir un produit qui est visible va être challengé par ça. Et c'est juste qu'en fait, tu dois comprendre que tu ne peux pas give up sur ça. Tu peux pas abandonner ce watermark. Parce que sinon, en fait, tout le monde va le demander. Et puis après, Ouais, t'as ouais. plus de. Tu peux Après pas t'es t'en mort, ouais. permettre. Ouais. ClickFunnels. Et ClickFunnels, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent qui était généré juste grâce à ça. En fait, tu vois, ClickFunnels, c'est une boîte de Mormons. Et en fait, aux États-Unis, les Mormons, Je crois que c'est c'est vrai, eux hein. qui. C'est vrai, Ouais, non, c'est pas une vraiment, blague, non, hein. mais, D'accord. non, c'est pas une blague. Non, mais Pierre, il le revendique, il en parle. Il a même fait des funnels autour de la thématique enfin, de l'église mormone. Ouais, c'est pas un secret. C'est vraiment revendiqué. Et les Mormons sont méga, méga présents dans tous les business de MLM et d'affiliation aux États-Unis. Hmm. C'est vraiment leur truc, quoi. Il y a un vrai tropisme communautaire mormon sur la thématique MLM affiliation. Et ClickFunnels, c'est une boîte qui a créé, enfin, qui a fait toute sa croissance sur l'affiliation. Le concept qu'ils avaient introduit, mais qu'ils ont piqué à un autre mec, c'est le Dream 100. C'est quand tu lances ton business, identifie 100 personnes, influenceurs, micro-influenceurs, compte Twitter, podcast, euh, blog spécialisé, newsletter spécialisé, chaîne YouTube, on s'en fout, tu vois. Tu en identifies 100, même des petits. C'est que même le mec qui a 500 followers, ouais, c'est très bien, pas de problème, on prend. Et en fait, tu fais poster les 100 mecs pour ton business. Là où la plupart des gens qui nous écoutent, ils font bon, bah j'ai fait une liste, j'en ai trouvé 22, j'ai envoyé 5 mails, il y en a un qui m'a dit d'aller me faire enculer, donc je suis allé faire autre chose. Non, non, le Dream on 100, c'est ouais, ouais. En fait, tu fais une liste de 2000 mecs en fait, parce qu'ils vont tous te dire d'aller te faire foutre, tu vois. Donc, pour en avoir 100 qui disent oui, t'as intérêt à avoir une liste qui est sacrément grande. Et tu t'arrêtes pas tant que t'as pas les 100 mecs. Et justement, on parlait au début du call de ouais, ok, les CPM qui augmentent, c'est la guerre, les publicités, c'est la guerre, la conversion sur landing page, c'est la guerre. Ok, bah en fait, une des solutions à la guerre quand t'es broke, c'est le Dream 100, qui est un peu dans la continuité finalement de ce que tu dis. Et qui nous Du amène coup, sur c'est le la terrain de la liste, viralité. c'est ta liste de noms en fait. Non, non, le Dream 100, c'est la liste des mecs, c'est les 100 mecs qui ont publié, qui t'ont invité sur leur chaîne YouTube, qui ont mentionné ton produit dans une Ok. newsletter, qui ont fait un En fait, tweet, peu importe, sans affilié, quoi. même une action minimale, mais il a fait une action promotionnelle pour toi. C'est pas la liste des gens qui hypothétiquement sont dans ta niche, sont Ok. intéressés. Ah non, cette Ok. liste-là, elle a intérêt à être beaucoup plus longue, hein, sinon ça va être Ouais, dur. ouais, ouais. Et tu Hum, sais, et quand je faisais du MLM, tu sais comment est-ce que je faisais j'arrêtais les gens dans la rue. J'arrêtais des gens dans la rue. Je vendais des patchs. Il y avait une boîte qui s'appelait It Works. Et du coup, c'était des wraps en fait qui faisaient perdre du poids. En gros, tu perds pas du poids, mais la circonférence de ventre. Et en gros, je faisais perdre 4 à 6 centimètres en 45 minutes. Et personne ne me croyait évidemment, mais ça marchait vraiment. Du coup, à Toulouse, je marche. J'avais un petit sticker, et ce sticker, en 45 secondes, lui, il a enlevé les cernes. Mais c'était affolant. C'est-à-dire que tu avais peur, en fait. C'était tellement efficient que tu mettais juste une goutte et la personne était presque. Enfin, c'était une autre personne. Et du coup, j'ai arrêté la personne, je disais, OK, en 45 secondes, L'autorité du j'enlève tes. médicament, ouais. Écoute En ça avec 45 direct. secondes,
En 45 secondes, j'étais comme ça. En 45 secondes, je t'enlève ces cernes. Et si ça marche pas, je te donne 50 euros. Et donc, du coup, ça, c'était mon hook. J'arrêtais les personnes comme ça. En général, j'essayais de le faire lorsqu'il y avait 2 ou 3 personnes, une à côté de l'autre, en groupe. Au moins, ils pouvaient partager la boîte parce que ça coûtait 150 balles. Je suis sûr que le produit devait coûter 15 euros, 10 euros. C'était des marges de fou bâtard. Et du coup, la personne, je lui mettais. Si je lui vendais, ben génial. Si je lui vendais pas, ben je la laissais partir. Mais ils étaient obligés d'acheter parce qu'en fait, elles étaient déformées. Parce que d'un côté, c'était génial. De l'autre côté, il y avait les cernes. Et donc, du coup, ils devaient aller se taper au boulot. Enfin, tu ressemblais à rien pendant 48 heures. Donc, la personne était obligée d'acheter. Et quand j'arrivais à lui vendre la boîte à 150 balles, je l'amenais dans un café où je mettais le patch. Donc, j'allais aux toilettes avec cette femme que je vais à peine de rencontrer il y a 4 minutes. J'avais mon petit sac Fred Perry en cylindre avec du cellophane que en fait, finalement, j'entourais la meuf de cellophane pour finalement garder le wrap contre son ventre. Et en 45 minutes, j'arrivais à lui faire perdre 4 à 5 centimètres de tour de taille. Et une fois que je lui avais vendu le truc sous les yeux à 150 balles, le patch à 350 balles, là, j'ai la closé sur le MLM. Et donc, du coup, la meuf m'a rencontré il y a 1 heure. Hein. Et donc, du coup, ce que je faisais, c'est que je lui disais, bon, mais maintenant, une fois que je l'ai closé pour un package à 500 balles, il faut faire ta liste de noms. Ma technique pour faire la liste de noms, je disais, bon, imagine que là, quel est ton acteur préféré ou ton chanteur préféré? Ton chanteur préféré, c'est Chris Brown. Disons que Chris Brown a un concert à Toulouse et tu dois absolument y aller. Comment est-ce que... et que ta voiture est en panne. Et tu as une personne à appeler, tu peux uniquement appeler une personne. Et tu sais que cette personne va te donner la voiture, va te prêter sa voiture. Qui est-ce que ça serait? Ah ben ça va être Thomas. Thomas, c'est sûr qu'il va accepter. Ok, Thomas, très bien. Ok. Disons que maintenant, tu dois tu dois inviter 3 personnes qui n'est pas Thomas. Et donc, pareil, ok, c'est 3 personnes. On ajoute les 3 personnes. Et après, disons que sur la route pour aller à Toulouse, il y a le pneu qui crève et tu dois appeler une autre personne. Et donc, du coup, tu crées une histoire pour finalement extraire la liste de noms. Et une fois que tu as ta liste de noms avec 50 personnes, ok, ben écoute, on va les appeler maintenant. Du coup, ils appelaient. La meuf, elle appelait tout le monde. La meuf, elle appelait tout le monde. Et les personnes venaient et on les closait directement. C'est quoi ce funnel de l'enfer, quoi? C'est quoi ce funnel de l'enfer? C'est comme ça que j'ai appris la vente, les gars. Et j'arrêtais 100, 200, 300 personnes par jour. Vous connaissez Pierre Bouin de Papa in Shape? Ouais. Eh ben, Pierre Bouin, je l'ai rencontré il y a 12 ou 13 ans. Et je l'ai rencontré à un séminaire de MLM. Et il était avec moi. On était à Toulouse, à la place. C'est quoi la place, là, la grande place là? Place du Capitole, place quoi? Place du Capitole. Et on arrêtait 100, 200 personnes par jour. Incroyable. Du coup, la liste de noms, très efficient. Ah putain. Ouais, Sacré témoignage, hein. Ouais, on a eu raison de retourner ce podcast. C'est très bien. Ce qui nous amène du coup sur le terrain de la viralité, qu'on avait brièvement mentionné en introduction. Comme je disais, la viralité, c'est souvent perçu comme quelque chose qui t'arrive et pas quelque chose que tu décrètes. Or, il semblerait que tu puisses le décréter. Isma, tu vas attaquer avec kick, clavicular, clipping. Je l'ai là. Vas-y. Je l'ai. Tu mets à l'écran, tu fais un truc, c'est quoi? Oh, ouais, top. Here you go, sir. Here. Donc ici, vous voyez le dashboard Clipping. Alors Clipping, c'est une société de clipping qui est attachée avec Kik. Donc là, tu peux voir Clavi, 1 milliard de vues. C'était quoi? C'était en février-mars. 1 milliard de vues. Je peux zoomer un petit peu. 650 clippers. 34 000 vidéos postées. En deuxième, tu as le gars qui se fait battre par sa copine en 500 millions de vues. C'est qui c'est Non, mais en fait, c'est juste pour vous montrer vraiment le type de personne qui aujourd'hui est connu, le type de personne
que l'algo juge intéressant. C'est incroyable. Il raconte n'importe quoi. Je connais pas cette personne. 450 millions de vues. Jim Skin, bon d'accord, je pense qu'il doit faire du bodybuilding. Celui-là, il est pas trop con. Adine, on connaît. Bref. Et donc, du coup, je regardais une vidéo qui expliquait un petit peu le mécanisme derrière ça. C'est-à-dire que Klaviyo, lui, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il vend des formations. Ok, c'est un vendeur de formation Ouais. au final. Ok, donc il vend du look maxing avec, je crois que c'est du low ticket, et puis après il vend du high ticket derrière, et tu vas avoir ta sales team, et voilà. Donc là, la lead gen est complètement différente de tout ce qu'on a pu voir. La première personne qu'on a vu partir vers cette direction, c'était finalement OG Andrew Tate. Lui, Ouais. il a fait sur de la sub avec un truc à 50 balles, 80 balles, ok, très bien. Mais là, c'est la première fois qu'on voit ça plugué avec du high ticket. Parce qu'il me semble qu'il a des produits à 1000 balles et plus. Donc ça, c'est assez intéressant. Le second truc assez intéressant, c'est que Klaviyo, Andrew Tate ne payait à l'affiliation. D'accord. Donc lui, il payait au résultat. Donc lorsqu'il y a une vente, tu récupères en subscription. Alors que là, avec Klaviyo, il paye au CPM. Et ça, c'est différent. C'est-à-dire qu'ils payent au CPM. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent de la conversion. Ils ont juste une armée de clippers qui prennent les streams et qui juste chopent les vidéos. Ils poussent. Et donc, du coup, qui peut se permettre de faire une telle chose? Qui peut se permettre de... Parce que finalement, si tu t'en fous des conversions, où va l'argent? Et en fait, la vidéo que j'avais regardée, ils expliquaient qu'en fait, c'était un programme Kik, et c'était Kik qui s'occupait, qui finançait finalement tous ces clippers. En fait, Kik, la seule chose dont ils veulent, c'est avoir des vidéos avec le logo Kik. Et donc, du coup, ce qu'ils font, c'est que Kik a toute la plateforme avec tous ses streamers. Il sélectionne les streamers qui ont le plus de chances de partir viral. Il les sponsorise. Et donc, du coup, ils créent leur programme de clipping. Et donc, du coup, tu as tous les clippers qui se mettent à faire la publicité ou en tout cas à clipper le content de Klaviyo dans ce cas-là. Sauf que Klaviyo, lui, en gros, il se retrouve à avoir 600 000 ou 800 000 euros de budget clipping par mois, quasi gratuitement. Ouais. Alors là où il y a quand même une anomalie dans le truc, c'est que Kik, ils font ça parce que Kik, c'est le levier marketing organique pour amener les gens sur stake.com, donc les casinos en ligne. C'est qu'en gros, les streamers casino étaient sur Twitch. Twitch a banni ça, YouTube a banni ça, quasiment tout le monde a banni les streamers casino pour des questions de compliance ou de morale, voyez ça comme vous voulez. Du coup, stake.com, c'est un mec malin, ont créé Kik, et là, en fait, ils font de la subvention pour Kik. Le truc, c'est que Clavicular, son truc là, son produit de Lux Maxing, il a genre en gros 1000 mecs qui payent 50 balles par mois, donc en fait, il fait 50K par mois là-dessus. En fait, je suis pas sûr qu'il fasse tant de pognon que ça, en fait, à ce jour. Après, peut-être que derrière, il a des compléments alimentaires, des machins, des conneries, de l'affiliation, Il des fait du high politiques et ticket, tout. hein. Il fait du high ticket. Donc, Il fait du ouais, high mais ticket. tu vois, est-ce qu'il a, je dirais, est-ce qu'il génère de quoi spend entre 600 et 800K Non, en c'est tout mon point. acquisition? Mon point, c'est que c'est Kik qui Ah paye. ouais, Et donc, ouais, du c'est coup, et eux et Klaviyo, je pense qu'il est entre 6 et 1,5 million par mois dans sa poche. possible. Surtout s'il a un deal avec Kik, avec du Si tu fais reshare 1 milliard de et vues, avec Stake. frérot, si tu fais Ouais, 1 milliard de t'as vues, Stake, ouais, mec, t'as Stake, si tu ouais. fais 1 milliard de vues, Mais, t'arrives pas à faire 1 million par mois, mec, t'as un problème, hein. ouais, mais regarde, il fait un Tu milliard dois de y check, vues. hein. Mais non, mais attends, il fait un milliard de vues. Sur son school, il fait 50K par mois. Donc, fait son produit de base qui devrait accueillir le plus de volume. C'est les mecs Ouais, commencent par le produit à 50 balles avant d'aller sur le produit à étiquette. En général, ouais. pas toujours, mais en général. Bah, en fait, ce produit-là ne semble pas générer non plus des sommes de fou. Je pense qu'un point intéressant pour ceux qui nous écoutent, c'est la combinaison entre clipping et affiliation. C'est que moi, j'avais fait de l'affiliation pendant longtemps. Et aujourd'hui, j'ai une plateforme de clipping, c'est Rich.4. Et en fait, quand tu fais faire de l'affiliation aux gens, tu dis, vas-y, prends mon contenu, clippe-le, fais des formats courts, des formats un peu moins courts, etc. Poste sur TikTok ou ailleurs. Et en fait, mets ton lien affilié vers mon produit. Et sur chaque vente qui se fait, tu récupères ça à 40% tous les mois si c'est un produit d'abonnement. Ou si c'est one shot, c'est one shot. OK. Le truc, c'est tu vas avoir un taux d'échec de 99%. Quand je dis 99%, c'est pas une exagération. Tu as vraiment un taux d'échec de 99%. Parce que le mec, il se chauffe, il fait des clips, il poste. Bah, il se passe rien. Ouais. Il continue, il se passe rien. Il continue, il se passe rien. En fait, un clipper va commencer à gagner de l'argent en affiliation en général au bout d'1 mois, 2 mois, voire 3 mois. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens n'ont pas de gratification
et il rage quit. C'est normal, c'est la nature humaine. Il n'y a rien de mal ici, c'est normal. Par contre, si le mec, tu lui dis, écoute, je te donne 1 bal pour 1000 vues, en plus de l'affiliation, le mec, il va sur TikTok, il trouve le morceau où tu balances le plus d'énormité, il le fout sur TikTok, il fait 1000 vues sur TikTok, il a gagné 1 bal. Alors, on est d'accord, avec 1 bal, c'est pas Vegas. Oui, mais dans le cerveau, ça active la binarité. Sucre, argent, dopamine, on passe Manger. de je sais pas à c'est possible. Si c'est possible, j'accélère, j'en fais davantage. Et là, le mec il est surmotivé. Et en fait, la combinaison de clipping plus affiliation est méga bonne. La limite quand même de tout ça, parce que moi je le vois sur Richcat où j'ai plein de, enfin, on a plein de créateurs qui sont dessus et qui font des campagnes avec des clippers, c'est si ta matière première elle a chié, t'es inclippable. Donc en fait, il y a un énorme enjeu de matière première. Claviculaire, c'est un mec qui est bon dans la matière première. Pour son audience à lui, c'est que moi j'arrive pas à l'écouter, je le trouve trop con, mais pour son audience à lui, c'est pertinent. Donc il fait ses vlogs où il a défoncé des alligators à coups de fusil à pompe ou fait des conneries comme ça. Pour son audience, c'est bon. Ou à foutre en cloque des meufs qui ont 18 ans, ok, c'est pertinent pour son audience. Mais il faut qu'il y ait de la matière première. Qu'est-ce Non, mais qui c'est- fait c'est ça que ça finalement bloque. une bonne Et c'est matière pour ça qu'il est- première et qui a c'est pour ça vocation qu'il à est être poussé. virale? C'est pour ça qu'il est poussé par Kik, parce que et c'est pour ça que Kik en fait finalement ils utilisent leur plateforme pour voir un petit peu qui est-ce qu'ils vont pouvoir groomer, faire grandir, et puis dès qu'ils voient ok ce gars-là on peut lui foutre 500K de budget derrière, on Ouais. va arriver parce que eux finalement ce qu'ils veulent c'est qu'ils veulent aussi parce que si tu es inclippable, tu vas devoir payer tes clippers au CPM plus élevé. Kik veut pas ça. Et donc, du coup, ils vont trouver des gugus qui racontent des énormités, qui sont bons à la caméra, de manière à pouvoir aussi arriver à finalement à leur arbitrage et avoir le sweet spot entre avoir une personne qui peut facilement partir virale. Qu'est-ce qui fait qu'une personne peut être virale? Aujourd'hui, Bah, mais si, moi, je vais répondre à ta question, Rémi. En Ouais. fait, fondamentalement, il y a 2 choses. Il y a être apte à traiter les sujets, enfin déjà, savoir quels sont les sujets hot. C'est finalement avoir un boulot d'algo pour savoir quels sont, mathématiques, c'est l'invest, quels sont les sujets invest qui font réagir aujourd'hui. Quels sont les tickers, quelles sont les tendances, quelles sont les news, quelles sont les boîtes qui font réagir. Ok. Donc en fait, il faut que tu aies finalement une conscience, awareness. un awareness sur, mais sauf que je n'utilise l'anglicisme, mais sinon tout le monde va dire qu'on parle en franglais dans les commentaires, sur de qui On est en France. On apprend en français. C'est les mêmes commentaires qui font aller vous faire foutre. Commentez, hein, n'hésitez pas. Enfin, bref, donc il faut que tu aies donc un awareness de ce qui est bon. Après, il faut que tu sois apte à en parler. Donc, en fait, il faut que tu prennes ce sujet qui est hot et que tu arrives à en parler. Alors, si c'est sur du contenu écrit, c'est beaucoup plus facile puisque c'est ChatGPT ou Claude qui fait le travail. Si c'est sur du contenu vidéo, c'est un peu plus difficile. Et après, tu as, on va dire, le style et la forme. Est-ce que tu as une bonne élocution? Est-ce que tu passes bien la caméra? Est-ce que ta caméra et ton micro est de bonne qualité? Ça joue quand même beaucoup. Ce qui n'est pas forcément mon cas, mais c'est OK. Et finalement, tu as un enchaînement de choses. Ce qui est quand même intéressant, vraiment, c'est qu'on se rend Likeable compte aussi, likeable. J'allais dire, beaucoup plus et pas apprécié, que, tu vois. je me dis, dans quelle mesure est-ce que c'est pas aussi dans la, comment dire, dans la fracture de ce qui est consensuel que naît dans la fracture de la narrative un petit peu consensuelle que naît la viralité. Quand je pense notamment à cette nana JP Morgan, etc., qui est actuellement très virale. Est-ce que c'est pas aussi le côté fracture de narrative consensuel? Mais si. Et d'ailleurs, Ça- Claviculaire, on a Pattern interrupt, il faut que ça pattern interrupt en fait quelque part. Ouais. Il faut que En fait, la personne en fait ouais. elle a l'habitude de parce qu'en fait si tu veux tu te fais bombarder de conneries tout le temps et puis au bout d'un moment il y a un truc où en fait non, il faut que je m'occupe de ça, il faut que mon attention doit être dirigée vers là. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui justifie le fait que je dois scroller, m'arrêter, que j'ai un CTR finalement, pour que finalement l'algo reward me propulse à plus de personnes et plus de clippers envoient la sauce. Donc, je suis d'accord avec vous deux. Tu sais, Russell Brunson, je crois que c'est un expert secret qui pose un peu le modèle pour ça s'appelle le Prolific Index. C'est, en gros, imagine, tu vois, un axe. À gauche, tu as le lieu commun, le truc que tout le monde, tu vois, le truc évident. Tu vois, genre, exemple en investissement, ça serait, ouais, bah, il faut épargner et acheter un indice avec peu de Livret A. frais et prendre Livret peut-être plus du S&P 500. Ok, t'as un truc vraiment, tu vois, en mode vraiment attendu.
Toi, si t'arrives, tu te dis, ouais, les gars, en moyenne, la bourse, ça fait 8% par an. Nique ta mère. Nique ta mère. C'est bon, enfin, je veux dire, ça va, casse-toi. Euh, à l'autre extrémité, t'as un mec qui va dire, écoute, tu mortgage the house, tu prends un levier, Crypto, tu vas prendre Bitcoin. un shitcoin avec une tête de grenouille ou un truc comme ça. Et All-in. là, tu max out ta carte de crédit et tu vas, et c'est voilà ou nada, tu vois. Et ça, c'est sûr, c'est le truc trop dangereux. C'est, tu te fais, instinctivement, quasiment tout le monde sent que tu vas te mettre en danger, que tu vas te brûler. Et le Policy Index, c'est quelque part au milieu. C'est savoir, ok, ça, c'est le truc qui est juste trop con. Ouais. Et après, c'est le truc où tu le dis, ça casse-toi. T'es le Le truc, centième c'est mec de que, la journée à réparer. Ouais. C'est trop je con suis d'accord avec versus toi, trop mais du coup, chiant et trouver le Trop, truc. le fait que. trop chiant versus trop dangereux. Et le truc, c'est, en Ouais, fait, et tu as trouvé cette zone au milieu où ce que tu dis, ils l'ont pas déjà entendu, c'est ça le truc. ou ils l'ont C'est pas qu'en fait, entendu. T'as une frise, et donc du coup, t'as la compétition. T'as la compétition. Donc ici, disons que t'as ton point où c'est pas risqué du tout, et ici, c'est risqué. Et donc en fait, c'est comme si t'as tout le monde qui essaie de surenchérir avec, tu vois, essayer d'arriver avec un nouveau mécanisme, quelque chose qui est un peu plus sexy, pour avoir une promesse qui est un peu plus importante. Sauf qu'en fait, si tu veux, j'ai l'impression que c'est un petit peu dans 300, tu sais, là où ils poussent les gars de la falaise et qui se mettent à tomber. Parce que au bout d'un moment, on est sur ça, en fait, là. Là, on commence à aller sur un niveau où tout le monde est en train de réenchérir sur de la connerie. Tout le monde essaie d'essayer d'arriver avec un fusil à pompe pour éclater cet alligator à Miami. Et donc, tu te dis, c'est quoi? Qui est-ce qui va disrupt Claviculaire? Je t'ai dit, Ouais, mais what the c'est fuck, que le mec qui est c'est-à-dire là, que il dit, je fous en cloque une meuf, je fous en meuf, genre, il fait un concours pour savoir quel mec il va foutre en cloque. Enfin, les gars, vous avez 18 ans, quoi. Enfin, je veux dire. Seriously? Mais en fait, un tel point qu'un mec comme Tate, je me rappelle quand même qu'à l'époque, Tate, il arrivait à rage bait les gens sur les femmes savent pas conduire et l'eau plate, c'est pour les pauvres. Et je dirais, il y a 4 ans, tu disais ça suffisait. Ouais. Maintenant, il faut foutre des meufs de 18 ans en cloque pendant que tu te mets des coups de marteau sur les pommettes et que tu t'auto-injectes des produits non régulés par la FDA. Ouais. Tiens, genre, en fait, il faut faire quoi la prochaine fois pour exister, tu vois? Il faut se couper la bite, tu vois? Non, tu vois, je veux dire, enfin, tu vois, enfin, Et du coup, d'un point de vue civilisationnel, ça pose des questions, mais bon, ouais. et la transition, elle est là sur le fait qu'en fait, quand tu te retrouves à avoir toutes ces personnes-là qui, du coup, là, il y a 600, 700 clippers derrière Clavi, 700 personnes, c'est beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde, hein. 700 personnes qui se lèvent tous les matins. En plus, le gars, il stream 24-24 quasiment, hein. Donc là, il y a de la connerie, il y a de quoi faire, hein. Donc tu as 700 personnes qui se disent, on va clipper, tu sais comment ils sont, en plus ils font changer, tordre, réarranger le truc pour que ce soit pas compris correctement, pour que ce soit du coup sujet à controverse, pour que finalement ça parte viral, parce que eux, tout ce qui leur importe, c'est juste d'avoir leur CPM, c'est juste d'être Ouais. payé. Donc il n'y a aucun brand là. Ok, donc ils envoient ça. Et donc du coup, l'algo, ce qu'il voit, c'est qu'il y a 34 000 posts. Parce que finalement, l'algo, je pense que Meta, YouTube, etc., je pense qu'ils n'ont pas mis à jour leur algorithme. Je pense que leur algorithme, il est un petit peu legacy, il est un petit peu à l'ancienne. Parce que finalement, eux, ce qu'ils voient, c'est, ok, il y a une personne qui pose des vidéos. La communauté va voir finalement les vidéos de cette personne. D'accord? Donc, plus il y a de personnes qui vont avoir cette vidéo, plus ça veut dire que cette personne est importante. Donc, la prochaine fois que cette personne va poster une vidéo, on va la montrer à plus de monde. Sauf que là, en fait, tu as des personnes comme Kik qui brute force l'algo, où tu as 34 000 personnes t'as 34 000 vidéos qui sont postées. Et donc, en fait, à la prochaine connerie, à la prochaine vidéo que Clavi va sortir, en fait, l'algo va penser que Clavi est la personne la plus importante au monde. C'est le truc le plus important. Et donc, du coup, en plus, si on link ça au sujet un petit peu cassos qu'il est en train de couvrir, ça t'en dit long sur finalement quelles sont la trend, parce que je vois pas comment ça va s'arrêter. Parce que comment est-ce que toi, Arnaud, tu es censé être en compétition avec un gars qui poste 34 000 fois par jour, par mois, ou l'autre gars qui se fait tromper par sa femme et qui poste 12 000 fois par jour? Il se fait tromper ou il se fait bolosser, ou les deux en même temps? Je pense qu'il se fait faire les deux, mais peu importe. Tu vois, Ouais, c'est pas le sujet, ouais.
Mais tu vois, le truc, en fait, on pense que c'est des réseaux sociaux, mais c'est plus très social, tu vois. Le réseau n'est plus social. Ça fait longtemps que quand tu vas sur Insta, tu choisis pas ce que tu vois. En fait, c'est plus l'algo qui te pousse. Et là, en plus, avec l'industrie du clipping, parce que les coûts par publicité en CPM, en YouTube Ads et Facebook Ads sont beaucoup trop chers, il y a beaucoup plus de gens, je pense, qui vont partir vers le clipping et donc du coup qui va brute force l'algo. Et du coup, ça commence à devenir un petit peu le Far West sur les réseaux qui, selon moi, ne sont plus des réseaux. C'est de l'algorithme, je sais pas. Ouais, c'est juste pour brutaliser ton cerveau, quoi. En fait, faut pas oublier que les réseaux sociaux, ils sont en concurrence contre le sommeil. Le but, c'est que les mecs, ils restent. Non, mais c'est juste que les mecs, ils restent là à scroller et qui vont être publicité. Donc, je dirais, à ce jour, les réseaux sociaux sont, je pense, restent alignés sur le clipping. Parce que le clipping, c'est quelque part la méritocratie du contenu le plus con et le plus stimulant. Voilà. Donc, et c'est lui qui est récompensé. Oh, mais si tu tues toute une Euh, industrie de personnes qui ont un truc intéressant à dire, en fait, quelle est la conséquence Mais de pousser des non, Mongoliens et donc du coup, ça m'amène à une question, tu vois, est-ce que tu t'en fous typiquement vraiment? du contenu comme celui que je peux faire avec Christophe et Raphaël Rossello sur ma chaîne peut être pertinent, selon toi Arnaud, à du clipping sur Rich Cat? Si tu faut que paies. je vois, il faut que je regarde ce que vous faites. Ouais, Euh, mais en fait, oui. En fait, si tu veux, ce qui marche bien, alors, je fais un petit peu un retour sur le clipping. ouais. Le clipping, tel que là, on le raconte, est destructeur. C'est que tu prends des mecs, tu dis vas-y les mecs, allez clipper mon contenu, ton clip, t'as ton visage va être juxtaposé à une meuf qui fait de l'OnlyFans, à un mec qui shoot des crocodiles, à un mec qui prend des peptides, à une pub pour un casino et un truc de cul, probablement. Est-ce que tu veux que ton visage et le visage de tes invités se retrouvent là-dessus? Non, tu ne veux pas. Donc en fait, oui, c'est fait des impressions, t'as l'impression qu'il se passe un truc, oui, c'est mis en avant, mais in fine, c'est destructeur du personal brand. Je Nous, comprends. finalement, ce qu'on a fini par faire, en fait, nous, on a la feature, vas-y, tu veux mettre un budget payé en crypto ou en ce que tu veux, et tu as plein de golements qui clippent, aucun problème. On le fait, on a plein de golements qui veulent clipper, ils sont contents de clipper, etc. Ok, cool. En fait, le vrai truc, donc ça, c'est le level 1. Le level 1, c'est le chaos. Le level 2, c'est toi, tu es un peu structuré, tu as déjà 4-5 clippers ou 10 clippers dans ta commu ou dans ton entourage. Les mecs sont briefés sur des règles un peu de direction artistique, de correction de l'orthographe, c'est le clipping automatique, enfin, les sous automatiques, c'est aussi un peu dégueulasse, de qu'est-ce qu'il faut mettre en biographie, quelle est la nature des comptes, donc ça va être des comptes qui vont que parler, par exemple, de finance, ils ne peuvent pas parler d'autre chose que de finance, sinon tu les vires. Et eux, après, donc ça, l'option numéro 2, c'est que tu fais des campagnes qui sont fermées. Tu prends ton petit cluster de mecs, hop, tu les mets là-dedans, et là, c'est un peu plus clean. Ça implique d'avoir les gars sous la main. Troisième niveau, c'est tu nous files entre en gros 2 20 000 balles par mois. C'est un peu le truc. Et nous, on va nous-mêmes en fait créer un cluster de comptes avec un Mhm. mélange de. En fait, les seuls humains qui interviendront sont en fait des ingénieurs avec des proxys, des iPhones branchés, des machins, etc. Chaque compte, il est dédié que à ta gueule, à ta marque, à ton produit. Tout le branding autour de ça, tout le lien en biographie sont évidemment tes liens à toi, avec évidemment du tracking. Et là, en gros, on crée un cluster de comptes qualitatifs, uniformisés, propres, que tu contrôles. Donc, s'il y a un contenu qui ne va pas, hop, on le supprime. S'il y a un compte qui part en couille, hop, on le supprime, on édite, on modifie, on corrige. Tu es en contrôle. Il n'y a pas un mec random au fond du Nigeria qui t'a clippé en mode avec des montages un peu bizarres et tu dis, ouais, est-ce que tu peux arrêter? Mais ta mère, enfin, je veux dire, attends, je suis en train de Ouais, clipper une meuf qui monte son cul, reviens demain. Tu vois, je veux ouais. dire, attends, comment ça? Oui, ta gueule. Et tu vois, c'est. Donc, en fait, ce que nous, on fait, c'est finalement des offres à étiquette où on va créer un cluster de comptes, ce qui est un peu onéreux en termes de proxy, de machin, de bidule, Bien etc. sûr. Pour que ça tourne. Surtout qu'il ne faut pas se faire striker par les réseaux. Donc, tu sais, il y a quand même un peu de jugeote aussi pour pas se faire éclater. Euh, et en gros, tu vois, il faut en général 3 jours pour setup le compte. Tu rajoutes 7 jours pour le chauffer. Et au bout de 7 jours, enfin, au bout de 10 jours au total, 10-11 jours au total, là, tu peux commencer à envoyer 3 à 5 clips par jour. Et là, on va rajouter en plus des carousels, des machins, des stories, tout le bordel. Et, Donc euh, finalement, on et flotte le marché, quoi. Et du coup, ouais, tu qu'est-ce qu'il flottes. en vient, qu'est-ce qu'il en vient C'est-à-dire que du coup, si tu scales ça, ça va devenir, tu vas arriver à un moment où en fait, tu seras invisible si t'as pas ça. On est Mhm. d'accord? D'accord. Oui, Donc du oui, coup, c'est ça veut ça, bien dire, sûr. ça va devenir le nouveau OS? C'est quoi le plan là? Bah, moi, si tu veux, d'un point de vue business, je réponds à un problème et je fais de l'argent. Après, d'un point de vue civilisationnel, moi, j'ai jamais été méga bullish sur l'humanité, tu vois.
Non, mais, Euh, non, mais on va pas repartir là-dessus, Arnaud. On a tous compris déjà. Mais juste une question ok. d'un point de vue. En gros, le petit créateur là qui se dit qu'il va faire ses 2 vidéos par semaine. Il va se faire enculer, il est Ouais, mort. ok, d'accord. Non, mais j'ai 2, 3 potes comme ça. Je leur dirai quand je les verrai. Ah, mais envoie-les chez moi et on s'en occupe, hein. Par contre, il faut qu'il y ait de la matière première. Il faut qu'il crée du contenu souvent, il faut que ce soit des formats un peu longs, il faut qu'il y ait du matos. Ouais. Et que la matière première soit pensée sur le fond de la forme. Il faut vraiment comprendre hein, que les formats longs ne sont que de la constitution de matière première pour les formats courts. Vous prenez le podcast qui s'est fait racheter par OpenAI, alors les gens disent que c'est 100 millions, c'est probablement moins. TBPN, là, les deux Babtou, là, sur un fond vert, qui parlent de techno, et qui font une émission tous les jours, ils invitent, alors, par contre ils sont très bons en invitation, ils font venir tous les grands noms de l'IA. En Mhm. fait, leurs émissions, elles font, je crois, 7000 vues par émission. C'est pas énorme, d'où OpenAI, ils payent entre 50 et 100 M, des mecs qui font une émission quotidienne qui fait 7000 vues, quoi. Franchement, même nous, on se chauffe, on le fait, quoi. Euh, What? non, en fait, l'émission n'est qu'un travail de matière première et le produit, c'est le clipping. Le produit, c'est le clipping. Parce qu'en fait, là, on fait un podcast long. La vérité, c'est que le podcast, c'est la matière première. C'est le produit, c'est le clipping. Et c'est sur le clipping que tu mets ta brand, c'est sur le clipping que tu mets le call to action, c'est sur le clipping que tu mets ton logo, etc. Donc le produit, le produit est devenu le clipping. Le produit n'est pas la matière première. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui font il fait une petite vidéo de 12 minutes, je fais 2 vidéos par semaine. T'as pas compris, chef. Le produit, c'est le clipping. Est-ce que ce que tu crées là est de la matière première qui, quantitativement et qualitativement, est suffisante pour aller déployer du clipping? If no, t'es mort. If yes, test. Ok. Et d'ailleurs, même, vous prenez des mecs comme Legend. Vous prenez le podcast Legend, là. Tout le monde adule ou déteste les mecs. On s'en fout, c'est pas le sujet. Legend, parce que moi, j'ai fait tout le process pour un gars avec qui je bosse sur Legend Business. À l'époque où les gens n'avaient pas compris qu'ils se faisaient payer. Donc ça marchait encore en termes de street cred. T'as vu là, les gars, ils gueulent parce il a bumpé son price. Mais tu vois, les gens gueulent tout le temps. Ça me ramène sur Ouais, ma thèse. mais il devrait pas être payé. Bon, mais tu vois, je veux dire, les mecs, ils gueulent. Ok. Mais tu vois, Legend, quand tu prépares le podcast avec eux, c'est une petite année, donc peut-être que ça change, mais grosso modo, tu as un peu un call de découverte en mode est-ce que ça fit, est-ce que le sujet est intéressant, est-ce que tu bosses sur un truc qui est un peu dopaminergique, au-delà de juste tu payes. Ok, premier call. Deuxième call, tu fais un call vachement en mode linéaire, vas-y, raconte-moi ta life, raconte-moi ton business, question-réponse, 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 prise de notes, comprendre. Ok. Call numéro 3, là maintenant, on va dire ok, on va réorganiser la trame pour aller Mhm. juste de moment fort en moment fort, en moment fort, en moment fort. Donc, il n'y a pas, je rentre dans le podcast et pendant 12 minutes, tu me parles de ton enfance, on en a rien à foutre de ton enfance. Sauf si tu t'es fait violer. Là, c'est intéressant. Si tu t'es pas fait violer, on en a rien à foutre. Oui, mais c'est Internet. Oui. Donc, Alors, on s'en fout de ton enfance. mon tonton, quand j'avais 4 Oui, non, ans, on s'en fout. Trop long, on s'en fout. Tu vois. Donc, en fait, même ça, c'est trop long. Donc, il faut que ce soit, genre, en fait, on va aller de moment fort, moment fort, moment fort. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que sur un épisode Legend Business, dès le début, on parle de ton business, et après on dit mais d'où ça vient? Et là on repart en arrière. Pourquoi? Parce que si on parle du business à la 40e minute, tout le monde s'est cassé. Or toi tu as ouais. payé pour faire la promotion de ton business. Donc ça on le fout au début. Et après on va dire d'où tu viens. Ah bah il se trouve qu'en fait avant j'étais machin, etc. Ok. Et on va juste de moment fort en moment fort en moment fort. Là où quasiment tous les connards qui font du format long, à commencer par nous, on est là, on arrive, on va parler de quoi aujourd'hui, je sais pas, on rigole bien, il n'y a rien qui est préparé, enfin voilà. Alors qu'en fait, on devrait vraiment préparer le truc. Ok, moment fort, moment fort, moment fort, moment fort, moment fort, moment fort. Alors, ceci, on avait essayé de le faire sur les formats précédents, mais on perdait un peu la spontanéité. Donc, l'enjeu, c'est, tu sais la trame, moment fort, moment fort, moment fort, de quel moment fort on va parler. On sait grosso modo quelle est l'anecdote, le chiffre, la punchline, pas forcément la punchline, mais le truc un peu concret, croustillant. Voilà. Et après, d'ailleurs, même ce qui se passe lors de l'enregistrement, c'est, on pose la question, le mec il répond, il dit, viens, on repose la question. Vas-y, reparle-moi bien du truc là où tu étais dans la grotte et il y a ton oncle qui arrive. Ok. Tu vois, Alors, et, du coup, tu vois, et en fait, quitte à le refaire 2, 3 fois ce morceau, pour ah avoir ouais. plusieurs prises. Et en fait, parce que le Ah, t'as produit. payé 90 000 balles, frérot. Donc, Non, mais aussi, non, parce que le produit, c'est les formats courts, le produit, c'est les clips. ouais, ouais, je Euh, capte. et euh, et c'est comme ça que ça se pense, en fait. Et s'il n'y a pas en amont un vrai boulot de fond, de forme, de matière première, d'anecdotes, etc., pour qu'il y ait du croustillant et du tosma, tu peux parler pendant 5 heures. Des connards qui font des podcasts, qui parlent pendant 5 heures, il y en a un paquet. Ils font de 222 vues, Ouais. à tout péter. Quel est le Euh, meilleur, quel est le meilleur CTA sur du clip? Parce que finalement, enfin, tu vois, quand je pense à,
que ce soit, enfin, tous les produits un petit peu que j'ai en tête, qui sont passés sur Legend, ou même, tu vois, typiquement, quand on fait des podcasts sur PLT Family Office, c'est quand même pour mettre en avant un produit où il faudra enfin, en théorie, tu vas poser 300K, enfin, c'était 300K hein, que tu vas mettre sous gestion. Et donc, fondamentalement, le format long est bien plus utile à la conversion que le format court. Par contre, le format court peut driver du trafic. Donc, de ce point de vue-là, quel est le bon CTA à avoir sur du format court pour, Ben, pour vers le le reste long du forme. funnel? Vers le long Plusieurs forme. options. Soit à la Quelles sont fin, les... Ouais. ok, soit à la fin du clip, tu Ouais. mets by the way, abonne-toi, ou va voir le lien en bio, ou va visiter mon site. Pourquoi pas? Le plus simple étant abonne-toi, parce qu'une fois qu'il s'est abonné, il voit plus de clips, il voit plus de clips, il voit les formats longs, il clique, il avance. Soit ce que tu fais, c'est que tu te poses même pas la question du call to action, enfin vidéo, tu mets juste un bandeau en bas et tu mets visite ma website, machin. Ou tu vois, inscris-toi et je t'envoie 3 actions qui vont exploser. Enfin, sauf que toi, tu peux le dire comme ça, parce que t'es un peu plus sérieux que ça. Mais tu vois, Mhm. c'est un peu ça l'idée, quoi. Et c'est en fait juste, tu mets en dessous, vas-y, tu vois, Stake.com, leur stratégie de clipping, c'est, mec, mets des mimes ou des vidéos de gens qui se cassent la gueule, un peu drôle, un peu viral. Juste en dessous, tu mets Stake.com. Et c'est même pas visite Stake.com, c'est juste tu mets le logo Stake.com. Parce que dans certains cas, le clipping est presque en fait une stratégie de top of funnel, mais massif, Ouais. massif, tu vois. C'est comme les marques Awareness, de lessive. Ouais, c'est ouais. comme les marques de lessive à la télé ou les pubs Renault à télé. Tu fais pas, ah putain, j'ai vu une pub Renault, je vais acheter une Renault. Non, c'est on te tabasse Renault pendant 20 ans, et quand tu as pris ton petit salaire d'esclave, et tu dis c'est bon, maintenant je vais m'acheter un truc qui va à 2 à l'heure pour aller au travail, pour gagner mon salaire d'esclave, qui va me permettre de payer des bagnoles, enfin, bon, passons, c'est un autre sujet. Tu vas chez Renault, ou quand tu es dans le rayon lessive avec les gamins qui gueulent et tout machin, et c'est le bordel, et tu es fatigué, et tu te fais, tu prends la lessive, tu vois. Donc Ouais. en fait, le clipping, c'est vraiment du top of funnel. En fait, un des grands trucs qui est compliqué quand tu vends du clipping en tant que plateforme, c'est que les Et gens qui font, ok, l'attraper sur les je veux tracking. du clic, de la conversion. Tu fais, frère, c'est pas l'objet. Ouais. C'est vraiment du top of funnel. C'est vraiment de l'awareness en fait. Et du volume et de la durée. C'est volume, durée, awareness. C'est pas générateur de clics en fait, le clipping. D'où le fait qu'il y a beaucoup de Après, la gens manière dont dans le tu pourrais clipping. faire ça, Ouais. tu fais finalement le call to action sur YouTube pour être le long form en soi. Finalement, Ouais. donc du coup, tu as le short form qui renvoie vers le long form. Et puis après, si ça c'est hébergé sur ta vidéo, sur ta chaîne YouTube, tu pourrais ensuite retargeter cette vidéo avec d'autres offres pour pouvoir envoyer Aussi, ouais. vers ton Ouais, ouais. funnel. Moi, je Mais le aussi, fais ce comme qui ça. peut être cool avec le clipping, c'est que le clipping peut aussi te donner en fait, des pubs. C'est qu'en fait, tu prends après les meilleurs clips et tu les lances en pub et tu mets juste le lien, et vas-y, clique et bah les couilles, quoi. Ça, Mm. c'est très bourrin, c'est très dégueulasse, mais au moins, tu as vraiment à tester. Voilà. Après, un truc qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, attends, juste prendre mon téléphone pour ça, c'est à quel point c'est random. Si vous voulez rigoler, allez tous sur Insta. Il y a un compte qui s'appelle German Hedgehog Daily. Et en fait, attends, ça rame pas mal chez WAM. Attends, je viens la Wi-Fi. Le type, c'est assez créatif. Donc le mec, je vais mettre le son. Et en fait, le mec, il publie. Non, non, en fait, le mec, pendant 700 jours, a publié le même hérisson avec une musique de l'Allemagne nazie. C'est le hérisson, il a son petit bras comme ça, tu vois. Et le type a publié ça pendant genre 700 jours. Il y a des jours, le hérisson, il fait 2000 vues. Il y a des jours, le hérisson, il fait 2 millions de vues. C'est le même hérisson tous les jours, les mecs. Et c'est vraiment pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est débile. Il y a un compte, c'est le même hérisson tous les jours. C'est un concept. Il y a des jours, il fait 2 millions d'impressions. Il y a des jours, il fait 2000 impressions. Des jours, il fait 100 000, 447 000. Et c'est le même putain d'hérisson. Pourquoi il y a des jours, il fait 2 millions, pour les jours, il a fait 2000 vues? Toi, c'est rien. Tu bombardes, tu mets ton hérisson. Incroyable. Et en fait, c'est vraiment un jeu de tu bombardes. En fait, le même clip. Alors attention, publier le même hérisson tous les jours, Instagram tolère, TikTok, c'est mort. Ok? Il y a quand même des différences de plateforme. Mais bon, ça peut dire qu'en fait, c'est un game quantitatif. Et C'est un peut-être game reposter les quantitatif. mêmes vidéos. Et tu peux reposter les mêmes vidéos. Ouais. Alors, TikTok, ils sont un peu emmerdants. Instagram, c'est le Far West. À ce jour, au moment où on enregistre cette vidéo, Instagram, c'est le Far West complet, ils s'en foutent. Voilà. Et Juste YouTube Short, c'est un peu au occuper milieu. occuper le mind space des gens, juste aller leur envoyer. On est juste dans comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces personnes ne partent pas
Mais tu sais, moi, On c'est va pas au c'est lit un en truc que fait. je répète depuis que j'enseigne le marketing, hein. Tu es en concurrence contre des meufs qui montent leur cul. Enfin, je veux dire, ton concurrent, c'est pas un mec un peu comme toi qui a une offre un peu différente, et une landing page avec une couleur verte, là où toi, ta couleur, elle est bleue. Tu es en concurrence, pour tous ceux qui font du B2C surtout, tu es en concurrence contre des culs quoi, sur Instagram. Même en B2B, hein. Enfin, je dirais, est-ce que les gens vont lire ton post inspirationnel sur LinkedIn où tu parles de tes valeurs et des Mon synergies oncle, voici ce que voici ce que mon oncle m'a fait lorsque j'avais 5 ans. Et voici ce que ça m'a appris par rapport au B2B, par rapport à la Ouais, ouais, prospection, par rapport à la prospection B2B, quoi. Par rapport au cold outreach sur B2B. Et, mais, par en fait, rapport les gens ont le au choix. management de risque, par rapport Ouais. à Mais vraiment, la les gens ont gestion le de choix conflit, par rapport à la gestion de conflit. La gestion de conflit. Donc, les gens, ils ont le choix entre écouter et lire tes conneries ou regarder une meuf qui se dénude. Et ça fait un peu graveleux de le dire comme ça, mais en fait, c'est vraiment le sujet, quoi. Ouais, soit ils regardent tes clips, soit ils vont regarder le mec qui shoot des alligators. Tu vois, je veux dire, c'est. Et à la fin de la journée, il y a un nombre d'humains qui est limité, parce que dernière nouvelle, ça met du temps à produire des humains. Et donc le nombre d'humains, il est limité, et le nombre d'heures par jour, il est limité aussi, parce qu'il faut quand même qu'ils aillent à la mine et à l'usine ou dans la rizière pour aller produire de quoi bouffer, tu vois. Et aussi le Donc, dollar, je veux dire, l'argent qui génère ces gars-là n'est pas non plus illimité. Donc quand tu as un clavier qui effectivement. génère 2 milliards de vues ou 1 milliard de vues en un mois, et tu te dis en fait il y a 8 milliards de personnes, combien est-ce que on a de réels consommés par mois ou par jour? C'est Euh, c'est un truc sauvage. C'est un chiffre qui fait peur, à mon avis. Attends, je vais voir. How many? Faut pas oublier, hein. Peut-être qu'en fait, les PNJ, ça n'existe pas. Mais ce qui marche, c'est le PF. Ce qui existe, c'est le PNJisme. C'est en fait, tu as un moment de ta journée, quand tu arrives sur Instagram, là, tu actives le mode PNJ. Genre, t'es là, voilà. Tu vois, et t'as beau être founder d'une boîte successful, machin, avec un ARR de port, t'as un moment de la journée où tu te fais happer, tu deviens PNJ. 2 milliards Euh, par jour. 2 milliards par jour. de quoi? De Reels consommés? Ouais, ouais, ouais. Each day, 200 milliards de réels sont vus sur Insta, Facebook. C'est juste Insta. Et après, Juste, t'as TikTok et YouTube qui juste tabassent, hein. Insta et Facebook, ouais. Par jour. On est 8, hein. 8 milliards. Hein. Et d'ailleurs, pour Euh, info, un bon hack aujourd'hui, c'est de publier sur Facebook. Facebook, ils sont vraiment en manque d'amour et en manque de traction. Donc en fait, ils te soutiennent à fond. Peut-être pour la première fois depuis 10 ans, tu es un peu soutenu quand tu vas sur Facebook, quoi, en tant que créateur de contenu, quoi. et c'est bien parce Si que jamais. l'audience est un peu plus vieille si jamais vous vendez des. Ouais. Si jamais vous vendez des. J'ai eu. Si vous voulez faire des faux docteurs et C'est ce faire que j'allais un dire. milliard huit là, comme le mec là, Je comme veux le dire. mec aux États-Unis, bah c'est le Ouais, moment, ouais. ouais. Bah, voilà, Et quand tu sur fais ce point de quand la tu fais du viralité. clipping avec Rich.code, vous faites également du clipping sur Facebook? Si c'est le souhait du client, ouais, ouais, de plus en plus. Excellent. En fait, Facebook, on l'avait longtemps négligé comme tout le monde, et là, on est en train de mettre en place les process et de faire le testing. Donc, Facebook, on est en testing intensif. Donc, c'est pas un réseau qu'on maîtrise aujourd'hui, at scale, mais c'est un réseau sur lequel on fait beaucoup de testing, et j'espère que ce testing aboutira à des process où on pourra délivrer du résultat pour les clients. Ouais. Excellent. Voilà. C'est une Amen bonne to that. conclusion. Ouais. Bon, bah, c'est Est-ce bien, qu'on elle est a, propre cette guerre. Ouais. on a tout vu là ou il nous manquait un petit. Non, il y a la meuf de chez JP Morgan là, mais ça, je pense Ouais, il me semblait, j'allais dire une fraise Non, mais là, tagada. c'est bon, je pense qu'on a fait 1h30. Enfin, on peut s'arrêter, On est bien, on est juste bien. avant. C'était bien, là. On a fait un truc Ouais. qui avait pas mal de. Du coup, Voilà. Si ça fait un petit cool. mass extract au Parce bout que de 6 épisodes. je pensais que c'était quand même un sujet assez important de couvrir. Non, c'était débunké. Je sais que tu tiens beaucoup. Je sais que tu as beaucoup insisté. Je sais que tu as même postulé chez JP Morgan suite à cette news. Ah ouais. On mettra aussi quelques mimes marrants en conclusion avec une petite musique de fin. Voilà.